L'histoire commence lorsque le roi démon lance une invasion totale du monde entier. Cette invasion entraîne la chute de nombreuses nations, y compris l'Empire de Gargane, qui possède la plus grande population de guerriers humanoïdes. Alors que les humains, les elfes et les nains se retrouvent peu à peu acculés, au bord de l'extinction, ils sont forcés de prendre des mesures désespérées. Ils unissent toutes leurs forces et combattent les démons comme s'il n'y avait plus de retour possible. Parmi eux, émerge une escouade suicide qui parvient à infiltrer le château du roi démon dans une ultime tentative pour l'éliminer. Après une bataille longue et éprouvante qui scelle le sort de l'humanité, le roi démon est finalement vaincu et les héros de l'escouade suicide s'apprêtent à s'échapper. Du moins, jusqu'à ce qu'ils tombent sur quelque chose d'encore plus sinistre. Ils découvrent une femme enchaînée, gardée par 2 démons d'une puissance monstrueuse. L'un des héros, Théron, semble reconnaître la fille emprisonnée et décide de rester en arrière, demandant à ses 2 coéquipiers, Kyle et Ursa, de partir sans lui, ce qu'ils font. Mais alors qu'ils tentent de sortir du château, ils pénètrent dans une salle où est entreposé un mystérieux cristal écarlate. Le héros, Kyle, commence à s'en approcher quand plusieurs orbes magiques frappent depuis le plafond. Bien qu'il parvienne à bloquer la plupart des attaques avec son épée, l'une des orbes le touche de plein fouet, le rendant complètement vulnérable. C'est alors qu'Ursa, sa camarade mage, s'interpose devant lui et utilise le dernier fragment de son pouvoir pour le protéger, se sacrifiant pour lui sauver la vie. Alors qu'Ursa disparaît dans le néant, l'assaillant ailé et mystérieux finit par se dévoiler face à Kyle. Débordant de rage et de chagrin, Kyle fonce dans une tentative désespérée de vengeance. Mais même après avoir porté un coup, son attaque ne produit aucun effet. Le démon ailé lance alors sans relâche des plumes magiques renforcées, mortelles, ne laissant à Kyle aucune chance de riposter. L'esprit de l'épée de Kyle l'informe que la technique utilisée par le démon se nomme « Élimination », un sort de haut niveau, imparable, qui détruit tout sur son passage. Sachant qu'il ne survivra pas à la prochaine attaque, Kyle prend une décision désespérée. Il décide de libérer toute la puissance du joyau de son épée. L'esprit de l'épée ne s'y oppose pas, prêt à tout pour protéger son porteur digne de ce nom. Kyle active son attaque ultime, déchaînant toute l'énergie contenue dans le joyau et frappe le démon de toutes ses forces. Sa lame transperce l'ennemi, mettant fin à la vie du démon, ainsi qu'à celle de l'épée. Le silence s'installe et Kyle réalise qu'il est le seul survivant de la bataille. Même si la paix est enfin restaurée, il ne lui reste plus rien. Son foyer, ses amis, ceux qu'il aimait, aucun n'a survécu. N'ayant plus aucune raison de vivre, il s'effondre au sol, prêt à abandonner. Mais de nulle part, le cristal écarlate commence à briller de façon incontrôlable. Sentant le danger, Kyle puise dans ses dernières forces pour se redresser et s'approche du cristal, afin d'empêcher qu'il ne fasse quoi que ce soit qui puisse nuire à l'humanité. Mais au moment où il le touche, tout devient noir. Lorsque Kyle reprend conscience, il se retrouve allongé dans son lit, dans sa propre chambre. Mais comment cela est-il possible? À la recherche de réponses, il se précipite vers la fenêtre et aperçoit sa ville au loin, celle qui aurait dû être en flammes, réduite en cendres, parfaitement intacte. Alors que des larmes coulent sur ses joues, il est convaincu qu'il s'agit d'un rêve cruel créé par son esprit. Puis la porte s'ouvre. Son ami d'enfance, Liez, entre calmement et lui dit de descendre tout de suite, car il dort depuis bien trop longtemps. Kyle la fixe, incrédule. Lise, bien sûr, ne comprend pas ce qui se passe. Elle suppose qu'il agit bizarrement parce qu'il a mal au ventre et s'approche pour voir si tout va bien, mais Kyle la prend alors dans ses bras, la serrant fort, submergée de joie à l'idée de la revoir vivante. Elle rougit et lui demande s'il est ivre ou quoi. Elle tente de s'éloigner, mais Kyle la serre encore plus fort. Ils finissent par tomber tous les 2 sur le lit, ce qui laisse Kyle complètement embarrassé. Liez, reprenant finalement un peu de contrôle, le repousse violemment et lui assène un coup de poing dans le ventre. Elle hurle sur Kyle, lui disant que, quoi qu'il lui ait fait à l'instant, elle a besoin de temps pour digérer tout ça et qu'elle doit se préparer mentalement avant de pouvoir lui donner une réponse. Après avoir dit cela, elle le traite de astérisque, bouca astérisque et s'enfuit de sa chambre en courant. Kyle, toujours plié en 2, se tenant le ventre de douleur, réalise soudain qu'il n'est pas censé ressentir la moindre douleur, puisqu'il est censé rêver. Ce qui signifie que, quoi que cela soit, c'est bien réel. Il remarque quelque chose sous sa couverture, et en la soulevant, il découvre le cristal écarlate posé là.
Il comprend alors que c'est ce cristal qui lui a permis de revenir dans le passé, avant même que l'invasion ne commence. En se regardant dans le miroir, Kyle remarque qu'il est bien plus jeune qu'avant. Il examine son corps et constate qu'il n'a aucune blessure, ce qui renforce son intuition. Il ne rêve pas. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, il voit que la Terre est redevenue normale, et puisque Lysé, l'amour de sa vie, est toujours en vie, il en conclut qu'il a bel et bien été renvoyé dans le passé. Cette pensée le pousse à observer la pierre magique de plus près, mais il doute encore qu'elle ait réellement le pouvoir de le ramener dans le temps. Alors qu'il réfléchit à tout cela, son ventre gronde de faim et il se précipite hors de sa chambre pour trouver quelque chose à manger. Par chance, il est accueilli par une table remplie de plats, tous préparés par Lise. La vue de ce repas lui rappelle l'époque où Lise venait toujours chez lui pour aider sa mère à cuisiner. Sans perdre de temps, il s'installe et dévore chaque assiette les unes après les autres. Peu après, il finit par engloutir tout ce qui se trouvait sur la table. À ce moment-là, son frère, Théron, entre dans la salle à manger pour prendre son petit déjeuner. Cependant, il est accueilli par une table aussi vide que la tête de son frère. L'idée que Kyle ait pu tout manger à lui seul choque Théron, mais il choisit de laisser passer, car ce jour-là, c'est l'anniversaire de Kyle. Même si Kyle ne considère pas cela comme un cadeau d'anniversaire digne de ce nom, le fait de voir Théron lui rappelle qu'il combattait côte à côte juste avant sa mort. Mais le frère affamé s'en va chercher une solution à sa faim. De son côté, Kyle comprend enfin qu'il est bel et bien revenu dans le passé. Pour obtenir des réponses, il décide alors d'aller poser quelques questions à sa mère. Comme elle le faisait toujours dans sa vie précédente, la mère de Kyle passe son temps dans leur bibliothèque souterraine. Elle avait lu toute la nuit et avait complètement perdu la notion du temps. Ignorant ce détail, Kyle lui pose directement sa question. Puisqu'elle était une archimage, il pensait qu'elle serait capable d'y répondre. Il veut savoir s'il existe un sort de voyage dans le temps, et elle lui révèle que oui, un tel sort existe. Cependant, avant qu'il n'ait le temps de se réjouir, elle lui explique à quel point ce genre de sort est rare. Elle l'informe aussi que ce sort ne peut être utilisé, car il requiert une quantité immense d'énergie magique, une puissance que même les mages les plus puissants ne possèdent pas. À ce moment-là, il lui demande s'il est possible qu'un artefact magique puisse servir de catalyseur pour stocker une telle quantité de magie, et elle confirme que c'est bien le cas. Cependant, un tel pouvoir exigerait qu'il provienne d'un être ayant vécu pendant plusieurs siècles. Il existe aussi la possibilité de générer une telle puissance à travers la mort de centaines de personnes. Dans ce cas précis, les morts causées par les démons ont entraîné un transfert massif de magie vers la pierre magique, celle-là même qui avait permis à Kyle de revenir dans le passé. Et toi, que ferais-tu avec une telle pierre si elle te tombait entre les mains ? Pendant que tu réfléchis à cette question, la mère de Kyle apporte un livre contenant l'illustration du seul artefact magique capable de stocker une telle puissance. Comme il s'y attendait, la pierre magique qu'il tient en main est exactement celle qui figure dans le livre. Il s'agissait du légendaire cœur du dragon divin, disparu depuis plus de 1000 ans. Cela répond parfaitement aux questions de Kyle, qui est heureux d'avoir enfin pu discuter de tout cela avec sa mère, chose qu'il n'avait plus pu faire depuis sa mort dans sa vie précédente. Elle est ravie de voir à quel point il a mûri, sans se douter une seconde qu'elle parle à un fils âgé en réalité d'une dizaine d'années de plus. Lorsque leur session de questions-réponses se termine, elle se lève pour aller manger. Mais lorsqu'il l'informe qu'il ne reste plus rien à manger, elle n'a d'autre choix que de lui offrir le repas comme cadeau d'anniversaire, tout comme Théron l'avait fait plus tôt. À ce stade, je suis tentée de croire qu'ils sont simplement fauchés. Plus tard, Kyle se rend dans un endroit tranquille. Là, il observe encore une fois la pierre magique. Il imagine ce que son ancien lui aurait voulu qu'il corrige. C'est alors que Diesel arrive et il s'excuse immédiatement pour ce qui s'est passé le matin même. Il prétend avoir fait un rêve étrange qui l'a poussé à la serrer ainsi, ajoutant qu'elle avait été isquédée dans son rêve. En entendant cela, elle croit sincèrement qu'il tient à elle et elle lui pardonne. Puis, elle lui souhaite un joyeux anniversaire. En regardant dans ses magnifiques yeux, il se rappelle l'événement tragique qui a conduit à sa mort. Apparemment, leur ville était la plus proche du territoire démoniaque, et lorsque les démons ont lancé leur attaque contre les humains, c'est leur village qui fut le premier à tomber. L'image bouleversante du moment où elle a rendu son dernier souffle lui revient en mémoire, et il se souvient du serment qu'il avait fait de venger sa mort. Perdu dans ses pensées, il est soudain ramené à la réalité par la voix de Diesel. Tous deux s'installent côte à côte face au soleil,
Mais Kyle se souvient que dans 3 ans, ils devront affronter le chaos provoqué par l'attaque démoniaque. Il décide alors de tout faire pour empêcher que cela ne se produise, quitte à tout risquer pour ne pas perdre à nouveau ceux qu'il aime. Il est déterminé à changer son destin et celui des humains. Mais bon, devait-il vraiment se lever comme ça et le dire à voix haute, façon pseudo-héros dramatique? Plus tard dans la nuit, Kyle passe son temps à noter tous les événements futurs dont il se souvient. Il envisage de prévenir les gens de l'attaque démoniaque imminente, mais il est convaincu que personne ne le croira. Puisqu'il n'a pas cette option, il est résolu à tuer le roi démon lui-même, même s'il n'est actuellement rien d'autre qu'un faible pitoyable comparé à son ancien moi. Quoi qu'il en soit, il prend son épée et décide de tester ses capacités pour voir s'il a encore une chance. Kyle commence à s'entraîner avec son épée, s'imaginant face au démon ailé qu'il a tué dans sa vie précédente. Même s'il parvient à esquiver certaines attaques, il se fait encore toucher et réalise qu'il est loin d'être prêt à devenir le sauveur du monde. Heureusement, il lui reste encore 3 ans avant le début de la grande invasion. Il décide donc de prendre enfin l'entraînement à l'épée et à la magie au sérieux, ce qu'il n'avait pas fait la dernière fois. En utilisant des sorts comme astérisque, renforcement, astérisque et célérité, il augmente S et statistiques et remarque qu'il se sent plus puissant que d'habitude, ce qui l'amène à se demander si sa puissance magique n'a pas augmenté grâce au pouvoir du cristal cramoisi. Quoi qu'il en soit, il poursuit son entraînement. Et maintenant, avec une vitesse améliorée, il parvient à esquiver presque toutes les attaques du démon ailé. Mais alors qu'il s'apprête à réduire la distance entre eux, il se fait frapper et projeter au sol. Il comprend alors que son corps actuel n'est pas encore habitué à la force que lui confère sa magie, mais il doit continuer s'il veut affronter l'Apocalypse. Pendant ce temps, Théron et Lysée l'observent en secret, cachés derrière des buissons, et commencent à se demander ce qui a bien pu prendre à cet idiot tout d'un coup. La mère de Théron, mademoiselle Layla, arrive pour voir comment va son fils ces derniers temps et demande à Lise s'il se comporte bien. Lise le dénonce sans hésiter. Non seulement il ne subvient pas à ses besoins, mais en plus, il la supplie chaque jour de lui donner à manger. Layla promet d'en discuter plus tard, car ce qui l'intéresse vraiment, c'est Kyle. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que quelque chose a changé dans son style de combat. Quelque chose de sérieux. Elle demande à Lise et Théron s'il s'est passé quelque chose d'important. Et à ce moment-là, Lise se souvient du regard vide que Kyle avait la veille. Ni Lise ni Théron ne savent ce qui a pu se passer. Mais Layla est convaincue que la seule chose capable de transformer un adolescent du jour au lendemain, c'est qu'il soit tombé amoureux. Lise est choquée par cette théorie, et persuadée qu'il ne s'agit pas d'elle, elle s'avance immédiatement vers Kyle et lui ordonne d'avouer avant qu'elle ne le passe à tabac. Évidemment, Kyle ne comprend rien à ce qu'elle raconte, et comme il n'avoue rien, elle met sa menace à exécution et le tabasse. Pour se faire pardonner d'avoir frappé ce pauvre innocent, Lise lui prépare un bon petit plat pour le déjeuner, auquel Layla et Théron ont aussi droit. Kyle révèle que Layla est son maître, et maintenant qu'elle est là, il pose une question à tout le monde. Connaissent-ils quelqu'un d'assez influent pour contrôler plusieurs nations de ce monde? Théron pense que seuls les rois possèdent un tel pouvoir, tandis que Lise estime que les prêtres les plus haut placés ont une certaine influence de ce genre. Enfin, Layla pense que le héros Randolph, celui qui a vaincu le roi démon il y a 300 ans, a suffisamment de prestige pour se faire entendre dans de nombreuses nations. La raison pour laquelle Kyle leur pose cette question, c'est parce qu'il souhaite devenir quelqu'un comme ça. Mais honnêtement, il sait que ses chances sont minces. Tout ce qu'il peut espérer devenir dans les 2 ou 3 prochaines années, c'est un héros, à condition de travailler dur, très dur. Tendu, il se lève brusquement, laissant les autres se demander si cet idiot ne s'est pas pris un coup sur la tête. Plus tard dans la nuit, Kyle s'installe avec des dizaines de livres issus de la bibliothèque de sa mère. Il essaie d'accumuler un maximum de connaissances pour l'aider à devenir un héros. Théron vient dans sa chambre, ayant appris les intentions de Kyle, et lui donne les conseils les plus génériques possibles sur le fait de devenir fort. Mais Kyle réplique que la force seule ne suffit pas. Un héros a aussi besoin d'argent, car voyager et partir à l'aventure coûte cher. Il lui faut aussi des relations avec des personnes puissantes qui peuvent l'aider sur le plan politique. Et enfin, ce dont un héros a le plus besoin, c'est de chance. Théron comprend, mais
Ce qu'il ne saisit toujours pas, c'est pourquoi Kyle veut à tout prix devenir un héros. Ce n'est pas de la curiosité, c'est juste qu'il a l'intuition que le véritable objectif de Kyle est ailleurs, et que devenir un héros n'est qu'une étape. Kyle est impressionné par l'intuition de Theron, mais il ne peut toujours pas révéler ses vraies raisons. Il lui demande donc simplement de lui faire confiance. Theron lui souhaite alors bonne chance et quitte la chambre. Une fois enfin seul, Kyle reprend sa lecture et tombe sur des informations utiles qui pourraient l'aider à gagner de l'argent. Il prévoit également de rencontrer une certaine femme, une rencontre cruciale selon lui, qui pourrait l'aider à devenir un héros. Le lendemain matin, il annonce à Layla et à Theron, pendant le petit déjeuner, qu'il partira en voyage dans 2 jours. Layla est surprise par la volonté et la détermination de Kyle et lui demande s'il en a parlé avec sa mère. Il acquiesce, ajoutant qu'elle a beaucoup pleuré. Layla décide alors de forcer son bonarien de fils à accompagner Kyle dans son aventure, ce qui réjouit ce dernier, puisqu'il comptait de toute façon emmener Theron avec lui. Devant Theron, Layla plaisante en disant qu'il fera un excellent bouclier humain, et Kyle ajoute qu'il est effectivement parfait en tant que pion sacrificiel. Une fois les annonces faites, après le petit déjeuner, Kyle va informer Lise, qui, visiblement bouleversée, n'arrive même pas à le regarder. Quand elle apprend qu'il compte se rendre à la capitale royale pour y acquérir de l'expérience professionnelle, elle demande à venir avec lui, mais Kyle refuse catégoriquement, ne voulant pas la mettre en danger. Pourtant, elle insiste, affirmant qu'elle ne sera pas un fardeau puisqu'elle a reçu un entraînement auprès des guerriers oraculaires. Sachant qu'il ne pourra pas la faire taire, Kyle l'embrasse alors, puis lui promet qu'à son retour, il viendra la voir en premier et qu'ils reprendront exactement là où ils se sont arrêtés. Liese reste sans voix, peinant à retrouver son calme. Elle lui fait promettre de ne rien faire de stupide et de revenir sain et sauf. Sous les arbres, ils partagent une longue étreinte silencieuse. Comme un long voyage l'attend, Kyle doit commencer ses préparatifs. Il décide d'aller au marché et emmène Lise avec lui. En chemin, il s'excuse de lui avoir causé du souci, mais elle lui répond que ce n'était pas vraiment du stress. Soudain, son regard se pose sur une jeune femme d'une grande beauté. C'est une elfe, et elle attire son attention sur cette beauté singulière. Lorsque l'elfe se tourne vers eux, Lise ne peut s'empêcher de noter à quel point elle est splendide. Kyle la reconnaît aussi. C'est Urza. Il s'approche d'elle, cherchant le meilleur moyen de se présenter à nouveau. Il se souvient que, dans sa première vie, elle lui avait un jour révélé son véritable nom, un secret précieux. Et il pense que l'utiliser est la meilleure façon d'établir un lien. Il l'appelle par ce nom. *excess*. Mais il réalise aussitôt que c'était une erreur monumentale. À cette époque, seuls 3 êtres au monde connaissent son vrai nom, ses 2 parents et elle-même. Elle le perçoit donc immédiatement comme une menace. Kyle tente de la calmer, mais connaissant sa personnalité, il sait qu'elle risque de faire un scandale. Alors il prend une décision radicale. Il prononce son véritable nom à voix haute, l'endormant instantanément. Elle s'effondre contre lui, paisible, endormie. Kyle pousse un soupir de soulagement. L'incident est évité. Mais derrière lui, Lise bouillonne de rage. Lise l'accuse de la tromper et Kyle tente de s'expliquer. Il dit qu'il a rencontré Urza Astérisque avant Astérisque, qu'elle n'existe dans ce monde. Mais que signifie cette phrase? Car elle est bel et bien là, devant eux. Lise refuse d'écouter. Elle insiste que s'il voyage seul, il finira forcément par collectionner toutes les femmes de la capitale royale. Alors elle le suivra, coûte que coûte. Kyle préfère ne pas argumenter davantage. Il réglera son CS plus tard. Pour l'instant, Urza est la priorité. Quand celle-ci se réveille, Kyle tente de lui expliquer la situation. Mais comment pourrait-elle croire une seule seconde qu'elle va le rencontrer dans 5 ans, qu'ils vont tomber amoureux et que c'est elle qui lui révélera son véritable nom? Un inconnu connaissant ce nom sacré représente un danger mortel pour elle. Et selon la logique elfe, il n'y a qu'un seul moyen d'éliminer cette menace. Le tuer. Kyle ne veut pas mourir. Pas tant qu'il n'a pas encore trouvé le moyen de sauver le monde de sa ruine. Il propose alors une solution. Établir avec elle une *** application de contrat ***, dans laquelle il jurera de ne jamais utiliser son nom à des fins maléfiques, jusqu'à ce qu'il lui révèle comment il l'a appris. Urza est stupéfaite. Il connaît donc l'existence des applications de contrat. Elle le teste. Sait-il ce qui arrivera s'il brise le contrat? Kyle répond sans hésiter. Oui,
je mourrai. Cela lui convient, mais elle ne peut effectuer cette application qu'à la pleine lune, et la prochaine est encore dans plusieurs semaines. Alors, elle exige qu'il reste à ses côtés jusque-là. Mais Kyle refuse. Il doit partir dès le lendemain. N'ayant plus d'autre option, ils prennent une décision. Urza l'accompagnera. Le jour suivant, ses parents le voient partir. Liz insiste pour venir avec lui, peu importe ce qu'il dit. Ils se retrouvent donc à voyager avec Liez, Theron et bien sûr Urza, qui le suit uniquement pour conclure leur pacte à la pleine lune. Alors qu'ils avancent, Kyle s'éloigne soudainement du chemin menant à la capitale royale. Liz, interloquée, lui demande pourquoi il s'éloigne. Kyle sort alors une vieille carte et annonce calmement qu'ils vont d'abord à Sungard. Il leur rappelle la légende qui entoure cette région, le labyrinthe de la reine magicienne. Il se moque de lui, affirmant qu'aucun trésor ne se cache là-bas. Theron va même jusqu'à le taquiner. Quelqu'un d'aussi obsédé par l'argent finira forcément par se faire avoir. Ils sont convaincus que la carte qu'il a achetée est une arnaque. Mais lorsqu'Urza l'examine, elle remarque que le papier est ancien, peut-être même authentique. Et puisque c'est une jolie fille qui le dit, tous décident soudainement de lui faire confiance. Cependant, Lies leur fait remarquer que l'endroit indiqué sur la carte est extrêmement éloigné et que le labyrinthe est terriblement profond. Kyle leur répond qu'il a un plan et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Il espère surtout que ce plan leur évitera de se battre. Ils comptent creuser un passage, tout simplement. Ils finissent par arriver au pied du légendaire labyrinthe et commencent à creuser. Theron, perplexe, demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement y entrer normalement. Mais Kyle explique que le lieu est rempli de cercles magiques et que les affronter les plongerait dans de longues et pénibles batailles. Theron, encore plus confus, lui demande s'il a vu tout ça sur la carte. Kyle répond que non. Il sait tout cela par expérience. Il l'a déjà vécu. Il se souvient du chemin interminable, des pièges, des combats sans fin. Et il refuse de revivre cet enfer. Il avoue à demi-voix qu'il n'aurait jamais cru que sa première mission de futur héros serait de creuser. Heureusement, intervient pour le distraire. Prenant naturellement le commandement, elle leur explique comment creuser efficacement, et tout le monde, sans discuter, obéit à leur nouvelle chef de chantier. Après une journée d'efforts, ils s'installent autour d'un feu pour partager le repas préparé par Liz. Dès la première bouchée, chacun reste bouche bée devant la saveur du plat. Même Urza est surprise. Le repas semble lui rendre toute son énergie. Intriguée, elle remarque un sanglier suspendu à une branche et demande comment Lisée l'a attrapé. Lisée répond, avec un naturel désarmant, qu'elle l'a attrapé à la main, ce qui laisse Urza sans voix. Plus tard, Urza utilise sa magie pour créer une petite piscine naturelle, invitant Liz à venir s'y baigner avec elle. Pendant qu'elles se détendent, la conversation s'adoucit. Liz finit par confier à Urza qu'elle envie profondément les gens capables d'utiliser la magie, car elle n'en est pas capable. Urza admire sa grande force, qu'elle a utilisée pour capturer le sanglier, et lui demande si elle est devenue aussi forte grâce à Kyle, ce qu'elle admet. Elle dit à Urza qu'elle n'a pas à avoir peur du fait que Kyle connaisse sa vraie nature, car elle est certaine que Kyle ne peut pas lui faire de mal. Elle reconnaît qu'elle sait que Kyle cache quelque chose, mais elle est convaincue qu'il leur dira quand il estimera que ce sera le bon moment. Elles jouent comme deux sœurs, puis reprennent leur excavation. Urza retourne creuser avec Kyle, mais le confronte à propos de ses véritables intentions. Elle insiste sur le fait que les deux autres lui font peut-être confiance parce qu'ils le connaissent, mais elle ne le connaît pas, et n'a donc aucune raison de lui faire confiance. Elle révèle qu'elle sait que l'anneau à son doigt a un lien avec sa mission, et il admet qu'elle a raison. Il augmente sa force. Il continue à creuser pour tenter de la distraire, et heureusement, il atteint le trésor et lui demande d'aller chercher les autres. Ils arrivent tous et découvrent les pièces d'or. Theron court et se roule dans l'argent, tandis que les autres restent bouche bée. Il leur rappelle que cet argent ne sert qu'à atteindre son objectif plus rapidement, et non à des fins stupides. Profitant de leur distraction, il s'excuse et s'éclipse pour aller chercher son épée. Lorsqu'il l'approche, une lumière éclatante émane de l'arme. Un esprit en sort et admet que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu d'humain. Mais Kyle lui ferme simplement la bouche, lui chuchotant que ses amis pourraient l'entendre. L'esprit de l'épée s'emporte, lui reprochant de vouloir aller trop vite sans même lui offrir un dîner au préalable. Elle lui demande s'il sait au moins à qui il parle. Une fois encore, il la réduit au silence.
affirmant qu'il sait parfaitement qu'elle est une arme créée par la reine magicienne Syldonia, qui régna sur le royaume magique de Zarls à son apogée. Il sait aussi que l'épée contient une partie de la connaissance et de la conscience de la reine. Surprise, l'esprit de l'épée lui demande comment il peut en savoir autant. Kyle lui répond qu'il lui expliquera tout bientôt, mais qu'en attendant, il doit se dépêcher de relever l'épreuve finale. L'esprit accepte de jouer le jeu et retourne dans le joyau serti sur la garde de l'épée. Kyle reprend alors l'arme et aussitôt, Syldonia utilise ses pouvoirs pour sonder son esprit. Elle plonge dans les souvenirs de sa vie passée et, stupéfaite, reprend aussitôt forme humaine pour lui demander si tout cela est bien réel. Kyle confirme. Tout est vrai, et il porte en lui le cœur du dragon divin. Syldonia peine à croire que la magie du voyage dans le temps existe réellement. Mais à ce moment précis, les amis de Kyle arrivent pour le retrouver. Ils demandent à Syldonia de faire comme si de rien n'était, car il ne souhaite pas encore leur révéler la vérité sur son passé. À contre-cœur, elle accepte. Lorsque Liz et les autres rejoignent enfin Kyle, celui-ci s'écrie avec enthousiasme qu'il a obtenu une épée légendaire dotée d'une conscience, appelée Syldonia. L'esprit, maintenant membre du groupe à part entière, se met à grignoter les biscuits préparés par Liz, tout en répondant aux questions des compagnons de Kyle. Elle leur explique qu'elle est une extension de la reine magicienne Syldonia, qui avait laissé son esprit dans l'épée afin de juger ceux qui viendraient réclamer son trésor. Elle ajoute que si Kyle ne s'était pas montré digne, elle aurait déclenché le piège final, détruisant le donjon et tous ceux qui s'y trouvaient. Mais elle lui accorde à présent le droit d'utiliser l'épée. Elle lui remet également un sac magique connecté à la salle au trésor, lui permettant de puiser ce dont il a besoin à tout moment. Ensuite, le groupe prend la route vers la capitale. Kyle, désormais bien équipé en or, propose qu'ils aillent s'acheter du matériel de meilleure qualité et se dirige sans attendre vers la boutique d'armes la plus célèbre de la ville. Le réceptionniste l'accueille froidement et lui demande s'il a été recommandé par un client fidèle. C'est alors que Kyle se souvient que cette boutique est un peu exclusive et que les nouveaux clients doivent déposer une somme d'argent avant de pouvoir aller plus loin. Le réceptionniste lui annonce que les frais sont de 10 000 pièces par personne. Sans discuter, Kyle lui tend 5 pièces de Zarl, ceux qui couvrent les frais pour tous ses amis. Rapidement, le réceptionniste les conduit à l'intérieur, où le propriétaire de la boutique, Fesba, les accueille chaleureusement. Syl reconnaît immédiatement certaines armes fabriquées par un forgeron célèbre de son époque et se met à bavarder en disant qu'elle connaissait personnellement l'artisan, ajoutant même qu'il n'était pas si doué que ça. Kyle lui ferme la bouche en disant à Fesba que la fille a une imagination débordante, puis il la distrait avec quelques collations. Kyle se dirige alors vers l'armure la plus prestigieuse que possède la boutique. Fesba lui présente une armure faite de cuir de dragon et de plumes de phénix, précisant que son prix est élevé à cause de la rareté des matériaux. Mais Kyle décide de l'acheter sans marchander. Il dit à ses amis de prendre tout ce dont ils ont besoin pour le voyage à venir. Liz achète une paire de gantelets, tandis qu'Urza se procure un pendentif contenant une pierre spirituelle. Théron se prend aussi une armure, puis commence à draguer le réceptionniste, qui s'enfuit en le prenant pour un pervers. Ensuite, Kyle demande à Fesba s'il a des pierres magiques. Celui-ci lui montre une pierre contenant un sort d'explosion. Kyle décide de la prendre, puis demande une pierre magique plus efficace contre les monstres de type reptilien. Le commerçant lui propose alors une pierre de magie de glace. Kyle lui dit qu'il prend tout le stock, ainsi que chaque flacon de potion de soins disponible. Fesba devient de plus en plus nerveux à mesure que Kyle ajoute des articles à son panier et quand il voit la somme totale déjà posée devant lui, il en reste bouche bée. Quoi qu'il en soit, après cette frénésie d'achat, Théron commence à s'inquiéter que de vilaines rumeurs circulent à leur sujet. Mais Kyle le rassure en disant qu'ils quitteront la capitale dès demain, donc peu importe ce que les gens pensent. Théron, paniqué par cette annonce, décide immédiatement d'aller faire le tour des bars pour séduire quelques filles, tandis que Liz et Urza choisissent de partir explorer la ville ensemble. Syl, elle, veut simplement manger tous les snacks qu'elle peut, mais Kyle l'arrête pour lui parler de quelque chose d'important, en privé. Une fois arrivés dans leur chambre d'hôtel, Kyle demande à Syl si l'avenir peut vraiment être changé. Celle-ci lui expose alors sa théorie. En voyageant dans le passé, Kyle ne serait pas revenu dans sa propre ligne temporelle, mais aurait atterri dans un univers différent. Elle explique que le futur ne sera pas exactement identique, mais que les grands événements,
comme la grande invasion démoniaque prévue dans 3 ans, se produiront probablement de la même manière. Cependant, selon elle, le futur peut être modifié s'ils fournissent suffisamment d'efforts, et cela suffit à convaincre Kyle. Soudain, il se souvient que puisqu'il est arrivé dans ce monde en possession du cœur du dragon divin, la version de ce monde devrait logiquement être encore entre les mains du roi démon. Syl perçoit son inquiétude et lui dit qu'elle a une théorie à ce sujet. Elle lui parle d'un sort interdit, extrêmement tabou, capable de fusionner les âmes afin d'augmenter la puissance magique. À son époque, ces chercheurs avaient tenté de l'étudier, mais l'expérience avait été un échec cuisant. Elle demande alors à Kyle ce qu'il pense qu'il est arrivé à l'âme du Kyle de ce monde, étant donné qu'il est venu d'un autre univers. Kyle réalise soudain que son âme a fusionné avec celle de son alter ego de ce monde. Syl lui explique qu'il a ainsi accompli une fusion d'âmes que même les plus grands génies de son empire n'ont jamais réussi à reproduire. Kyle se rappelle que sa puissance magique avait soudainement augmenté plus tôt, et tout commence enfin à prendre sens pour lui. Il demande alors à Syl s'il existe des effets secondaires à cette fusion d'âmes. Elle lui répond que cela n'ayant jamais été fait auparavant, personne n'en connaît les conséquences. Plus tard dans la nuit, Lise et Urza partagent une chambre. Lise s'endort en première, tandis que la belle elfe profite du clair de lune, un verre de vin à la main. Elle réfléchit à quel point ce petit voyage s'est déroulé bien mieux que ce qu'elle avait imaginé. Et peu à peu, ses pensées se tournent vers Kyle. Elle se surprend à sourire en pensant à lui, puis se fige soudainement, réalisant qu'ils ont oublié d'accomplir une cérémonie spéciale cette nuit, car c'est la nuit de pleine lune. Pendant ce temps, Kyle se trouve dans la forêt, en train de reprendre son souffle après un entraînement intense. Il parle avec enthousiasme à Syl de son épée, affirmant qu'aucune des autres épées en mithril qu'il a utilisées n'arrive à la cheville de celle-ci. Syl lui répond que cette épée n'est pas faite de mithril, mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Urza arrive en courant. Kyle lui demande pourquoi elle est si pressée, et elle lui rappelle qu'ils doivent effectuer le rituel du contrat cette nuit de pleine lune, afin qu'elle puisse protéger son véritable nom. Kyle réalise aussi qu'il avait complètement oublié le rituel, et il dit qu'il devrait le faire une autre fois, car il est vraiment fatigué maintenant. Urza, cependant, lui répond qu'ils ne peuvent pas reporter le rituel d'1 mois de plus, car son vrai nom est en jeu. À contre-cœur, Kyle accepte, et Urza commence alors à dessiner un cercle magique complexe au sol. Le rituel qu'ils vont effectuer se pratique généralement quand 2 elfes se marient. Ils s'échangent leur vrai nom en promettant de rester unis pour la vie. Quand elle a entendu Kyle lui en parler, son cœur a battu la chamade, et elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle va subir un rituel de mariage avec quelqu'un qu'elle a rencontré il y a à peine 1 mois. Quoi qu'il en soit, une fois le cercle terminé, elle réveille Kyle en lui disant de mettre ses parties intimes à l'intérieur du cercle. Ensuite, elle active le cercle magique pour l'application du contrat, et Kyle se rappelle de la dernière fois qu'il l'avait fait. Urza lui demande s'il jure de ne jamais révéler son vrai nom ni de l'utiliser à de mauvaises fins, ce que Kyle confirme. Elle déclare que le contrat est alors scellé, mais Kyle se souvient qu'ils s'étaient embrassés la dernière fois. Alors, il l'embrasse soudainement. Urza profite de l'instant pendant 1 seconde entière avant de rougir. Elle pousse Kyle, le traitant de pervers, et lui demande comment il a pu oser l'embrasser. Il lui explique qu'il pensait que c'était nécessaire pour sceller l'accord, mais Urza lui répond que c'est réservé au mariage. Nerveusement, Kyle propose qu'on considère cet acte comme un accident malheureux, ce à quoi Urza réagit vivement en lançant un sort de feu contre lui. Le lendemain matin, Kyle et Urza sont fatigués à cause des événements de la veille, tandis que Théron est épuisé parce qu'il a passé la nuit à essayer de draguer des filles, mais s'est fait rembarrer par toutes. Kyle l'ignore et se tourne vers Urza, lui demandant si elle va voyager avec eux même après la conclusion du rituel. Elle répond qu'elle n'a pas le choix, car il ne lui a pas encore dit comment il a appris son vrai nom. Kyle est ravi d'entendre cela, mais Lise le ramène brusquement à la réalité en lui demandant pourquoi il se dirige vers la ville d'Arshen. Pris de panique, Kyle ne peut pas lui dire la vérité. Il improvise alors, affirmant que Syl peut deviner vaguement le futur et que c'est elle qui lui a conseillé d'aller à Arshen. Peu après, ils atteignent la ville, où, par pur. Alors que Milna séduit tout le monde par sa grâce et sa bienveillance, Kyle, lui, garde les yeux fixés sur son garde du corps, Zentos, l'un de ses plus proches amis dans sa vie antérieure.
Zentos remarque aussi son regard insistant, mais ne réagit pas immédiatement. Pendant ce temps, Syl demande à Kyle si c'est bien la princesse dont il lui avait parlé. Il confirme, ajoutant que Milna va mourir dans 2 jours. Plus tard, dans leur chambre, Kyle explique à Syl que Milna est venue ici pour présenter ses condoléances au village attaqué par un monstre nommé l'Hydre. Mais dans 2 jours, alors qu'elle se rendra dans un village voisin, son convoi sera attaqué par ce même monstre, causant sa mort. Tout le monde pensera qu'il s'agit d'un malheureux accident qui a emporté une princesse au grand cœur. Mais Kyle, lui, estime que c'est à cause de sa stupidité. Elle n'aurait jamais dû aller dans une zone où un monstre rôdait encore. Syl suggère que cela pourrait aussi être une tentative d'assassinat. Kyle se rappelle alors qu'il y avait eu des rumeurs disant que le demi-frère de Milna, le prince Serenus, était derrière l'attaque, mais rien n'a jamais été prouvé. Il reste néanmoins méfiant envers le prince, surtout qu'il se trouve lui aussi actuellement en ville. Toutefois, personne ne l'a vu, car c'est un bon à rien qui ne sort jamais de sa chambre un peu comme vous tous, lance-t-il en plaisantant. Mais au fond, Kyle se fiche bien des raisons. Kyle disait que s'il voulait vraiment être reconnu comme un héros, il devait intervenir de façon naturelle et spontanée lorsqu'il viendrait en aide à la princesse. C'est alors que Theron entra dans la pièce, annonçant qu'il n'avait rien pu découvrir sur l'emploi du temps de la princesse Milena. Kyle, intrigué, lui demanda pourquoi il cherchait à en savoir plus à ce sujet. Le romantique désespéré lui répondit qu'il voulait la sauver d'un danger quelconque et faire naître entre eux une histoire d'amour. Kyle se sentit honteux, car il avait eu exactement la même idée que son ami un peu simplet. Theron, en plaisantant à moitié, lui dit de faire la queue puisqu'il avait été le premier à réserver Milena. Mais Kyle le rassura. Il avait déjà plus de filles qu'il ne pouvait en gérer. Puis, il révéla que la princesse était réellement en danger, citant encore une fois la capacité prophétique de Syl comme source de son information. Theron le crut sans hésiter, déclarant qu'il allait continuer à suivre la princesse discrètement. Il était convaincu de ses talents de traqueur, surtout quand il s'agissait de femmes. Kyle, de son côté, priait pour que cet idiot ne vienne pas gâcher ses plans. Le lendemain, alors que le convoi de Milena quittait la ville, Kyle et ses amis l'observaient discrètement depuis les buissons. Les filles se demandaient comment suivre le convoi sans se faire repérer pour intervenir en cas de danger, quand Syl leur dit qu'elle avait déjà tout prévu. À la surprise générale, elle se transforma aussitôt en faucon. Elle leur expliqua qu'étant le joyau enchâssé dans l'épée de Kyle, son corps n'était qu'une projection, ce qui lui permettait de changer de forme à volonté. Elle s'envola alors au-dessus du convoi et grâce au lien magique avec le joyau, le groupe pouvait voir à travers ses yeux. Ils se laissèrent vite distraire, débattant avec un peu trop d'enthousiasme sur les potentielles utilisations de cette capacité, notamment pour des activités moins nobles. Syl leur coupa la parole, leur ordonnant de se concentrer sur les images. La situation devenait sérieuse. Les conducteurs du convoi s'étaient soudain retournés contre les gardes et les attaquaient. Kyle comprit qu'il était temps d'agir. Quand il atteignit enfin le convoi, les gardes avaient déjà été vaincus et les traîtres commençaient un rituel pour invoquer des monstres. Dès qu'ils aperçurent Kyle et ses compagnons, ils se préparèrent à se battre. Mais Kyle utilisa une compétence pour augmenter sa vitesse et les neutralisa, avant même qu'ils ne puissent réagir. Il les attacha ensuite soigneusement pour les interroger plus tard. Pendant ce temps, Theron s'assura que Milena allait bien. Elle était vivante, mais inconsciente. Kyle lui demanda de rester à ses côtés et de la protéger. Mais soudain, un monstre hyène surgit de nulle part et attaqua Theron. Ce dernier le trancha sans hésitation. Cependant, une meute entière de hyènes apparut alors autour de la calèche. Kyle et les filles faisaient tout leur possible pour repousser les hyènes, mais ces dernières commencèrent à s'en prendre aux gardes encore inconscients. Kyle demanda à Theron s'il pouvait conduire la calèche en lieu sûr, mais celui-ci constata que les rênes avaient été coupées. Il allait devoir les rattacher solidement s'il voulait avancer. La situation était déjà tendue, mais elle devint critique lorsqu'un nouveau danger fit son apparition. Une hydre approchait lentement, ses pas lourds faisant vibrer le sol. Grâce à ces secousses, Kyle estima qu'elle arriverait très bientôt, et il dit à ses compagnons que leur priorité absolue était désormais la sécurité de la princesse. Il demanda à Theron et aux filles d'évacuer Milena au plus vite pendant qu'ils resteraient sur place pour affronter le monstre.
Les filles n'étaient pas du tout rassurées par cette idée, mais Kyle les assura qu'il n'agissait pas par témérité. Il pensait sincèrement avoir une chance de vaincre l'hydre. Urza décida de lui faire confiance et Kyle s'élança vers le monstre. Syl, un peu inquiète, lui demanda s'il était vraiment capable d'affronter une hydre tout seul. Kyle répondit que tout dépendait du nombre de têtes, car plus une hydre en avait, plus elle était puissante. Il se sentait confiant à l'idée d'affronter une créature à 3 têtes. Mais dès que l'hydre sortit de la brume, tout ce qu'il put faire, c'est oublier les mathématiques. Car elle en avait bien plus que 3. Face à l'hydre à 8 têtes, Kyle sentit un frisson lui parcourir le dos, au point qu'il crut bien se faire dessus. Mais il était déjà trop tard pour fuir. Il n'avait plus le choix. Il devait aller jusqu'au bout. Il esquiva habilement les attaques directes des têtes géantes, mais dès que le monstre cracha un souffle empoisonné, Kyle utilisa sa cape pour se protéger. Le poison fut si violent qu'il fit instantanément flétrir toutes les plantes autour de lui. Heureusement, grâce à son armure de haute qualité, Kyle en ressortit indemne. Il sortit alors une pierre magique de glace de son sac et la lança sur l'hydre. Le froid intense gela immédiatement le monstre, le figeant sur place. Profitant de l'occasion, Kyle lança ensuite une pierre d'explosion qui causa d'énormes dégâts, brisant une partie de la carapace écailleuse de la créature. Il se précipita alors pour exploiter cette blessure superficielle, esquivant une nouvelle attaque toxique avec sa cape et réussit à trancher l'une des têtes. Mais sa victoire fut de courte durée. La tête se régénéra aussitôt, aussi facilement que ses regrets de la veille. Malgré cela, Kyle continua d'attaquer de la même manière, coupant les têtes encore et encore, en vain. Puis, il réalisa avec horreur qu'il n'avait plus de pierre de glace. L'hydre, elle, ne montrait aucun signe de faiblesse. À court de ressources et face à un adversaire qui ne semblait jamais s'épuiser, Kyle fonça droit sur l'hydre en activant sa compétence de super vitesse, dissimulant dans sa main une pierre d'explosion déjà activée. L'hydre, bien trop lente, n'eut même pas le temps de réagir. Kyle transperça facilement sa poitrine, élargit la blessure à l'intérieur, puis y fourra plusieurs pierres explosives avant d'être violemment projeté au sol par un coup de la créature. Malgré les blessures, il réussit à se relever tant bien que mal. L'hydre, de plus en plus agressive, s'avança lourdement vers lui. Mais à ce moment-là, toutes les pierres explosèrent en même temps, propulsant des morceaux de la bête dans 3 directions différentes, comme dans un feuilleton indien survolté. Le corps de l'hydre fut littéralement éparpillé dans la clairière. Syl, un peu exaspéré, déclara qu'il aurait dû tenter cette technique plus tôt. Cela lui aurait évité de gaspiller autant de pierres magiques. Kyle répondit que c'était une manœuvre désespérée, bien trop risquée pour être utilisée à chaque combat. Mais malgré tout, il se disait heureux d'avoir réussi à vaincre un monstre aussi redoutable. De leur côté, Urza et les autres avaient réussi à éliminer les autres monstres et décidèrent d'aller prêter main forte à Kyle. Cependant, celui-ci réapparut à ce moment précis, encore couvert de suie et de sang, annonçant que l'hydre avait été un adversaire coriace, mais pas à la hauteur. Les filles, soulagées, étaient sur le point de le féliciter, mais reculèrent aussitôt en se bouchant le nez. Il empestait littéralement la viande d'hydre brûlée. Elles lui demandèrent d'aller prendre un bain avant de s'approcher d'elle. Kyle, un peu blessé dans son ego, espérait recevoir des compliments et non des plaintes. Mais bon, il se résigna et partit se laver. Pendant ce temps, Théron travaillait encore sur la calèche afin de la remettre en état de marche. La princesse Milena et ses suivantes, quant à elle, étaient toujours inconscientes. Kyle, pensant qu'elles avaient été empoisonnées, demanda aux filles de leur administrer un antidote. C'est alors que Théron lui remit une petite bourse trouvée non loin. Kyle comprit immédiatement qu'elle avait servi pour l'invocation des monstres, ce qui voulait dire qu'il ne s'agissait pas d'une simple attaque de bêtes sauvages, mais bien d'une tentative d'assassinat soigneusement déguisée. En réalité, c'était le prince Kernès qui se trouvait derrière tout cela, et le garde du corps de Milena, Zentos, travaillait en secret avec lui. Lorsque les 2 conspirateurs reçurent la nouvelle de l'échec, Zentos décida d'envoyer une seconde escouade pour achever le travail. De retour dans la forêt, le soleil commençait à se coucher. C'est alors que Milena, lentement, reprit conscience. Elle cligna des yeux, encore étourdie, incapable de croire qu'elle était toujours en vie. Urza demanda à Milena de rester calme, et celle-ci répondit qu'elle n'avait jamais cru qu'elle se réveillerait un jour.
Elle regarda Kyle et ses compagnons, leur demandant si c'était eux qui l'avaient sauvé. Theron sauta immédiatement sur l'occasion pour s'attribuer tout le mérite. Mais un coup de poing bien placé de Liz le fit taire d'un seul geste, le laissant étendu au sol. Kyle se présenta alors officiellement à Milena. Il expliqua qu'ils étaient un groupe d'aventuriers itinérants qui avaient aperçu son convoi attaqué et s'étaient précipités pour lui venir en aide. À ce moment-là, la servante de la princesse reprit conscience. En panique, elle s'interposa immédiatement entre Milena et Kyle, tentant de protéger sa maîtresse d'un inconnu. Mais Milena la rassura. Kyle et ses amis les avaient bel et bien sauvés. Ils pouvaient leur faire confiance. Elle se leva alors pour voir ce qu'il se passait dehors, malgré les avertissements de Kyle sur la gravité de la situation. Cependant, une fois dehors, Milena changea du tout au tout. Fini la jeune femme fragile. Elle observait la scène avec une froideur militaire. Elle commença à examiner les corps des conducteurs morts et Kyle lui expliqua que c'était eux qui avaient massacré les gardes avant son arrivée. C'est alors que Syl prévint Kyle qu'une escouade de chevaliers royaux approchait à toute vitesse. Kyle relaya immédiatement l'information à Milena. En l'entendant, la princesse pâlit et déclara qu'il devait fuir immédiatement. Si les chevaliers les retrouvaient, ils n'hésiteraient pas à tuer tout le monde, elle comprise. Surpris, Kyle lui demanda pourquoi des gens de son propre royaume voudraient sa mort. Milena répondit que l'homme derrière tout cela était Xentos. Kyle eut du mal à y croire, mais la princesse n'avait aucun doute. Elle connaissait la vérité. Elle donna alors des ordres clairs à sa servante Arka, brûler tous les corps présents pour semer la confusion. L'objectif était de faire croire aux chevaliers qu'elle figurait parmi les morts, afin de leur faire perdre un temps précieux. Elle insista sur le fait qu'ils devaient gagner le plus de temps possible pour s'échapper. Elle demanda aussi à Arka de conduire la calèche et invita Kyle et son groupe à la suivre pour qu'elle puisse tout leur expliquer en détail. Theron, de son côté, eut une idée. Il jeta la bourse d'invocation des monstres dans les flammes, espérant que d'autres créatures surgiraient pour ralentir encore davantage les chevaliers. Pendant ce temps, dans la calèche, Kyle demande à Milena si Xentos, le commandant du 2e bataillon des chevaliers royaux, est vraiment celui qui essaie de la tuer. Milena le confirme et ajoute que Xentos collabore avec son demi-frère, Caernas. Féron et Urza sont choqués d'apprendre qu'il s'agit d'une querelle familiale, tandis que Kyle a encore du mal à croire que Xentos pourrait vouloir tuer la princesse. Elle lui explique qu'elle l'a entendu de sa propre bouche, la veille. Elle raconte qu'on avait glissé un somnifère dans sa boisson, et alors qu'elle sombrait lentement dans le sommeil, elle a clairement vu Xentos et Caernas discuter. Ils disaient qu'elle ne se réveillerait pas avant le lendemain soir, mais qu'à ce moment-là, elle serait déjà dans le ventre d'un monstre. Milena a toujours su que son frère voulait sa mort, mais elle le considérait comme un lâche pathétique, incapable de passer à l'acte. En revanche, elle n'aurait jamais imaginé que Xentos s'allierait à lui. Elle explique que d'ordinaire, elle est protégée par le 5e bataillon, composé uniquement de femmes. Toutefois, ces dernières sont souvent appelées à la capitale, car leur allure élégante et majestueuse est très appréciée lors des cérémonies. C'est la raison pour laquelle Xentos et son bataillon ont été désignés pour l'accompagner pendant ce voyage. Kyle a encore du mal à croire que Xentos soit devenu leur ennemi. Il dit à Milena qu'il a sûrement déjà mis un autre plan à exécution, maintenant que le précédent a échoué. Elle est d'accord avec lui, et Kyle ajoute que si Xentos parvient à la tuer, il accusera leur groupe du meurtre, les faisant passer pour les méchants de l'histoire. Il comprend aussi que si Milena leur a tout révélé, c'est parce que cela fait maintenant d'eux une menace pour Xentos. Ils ne peuvent donc plus l'abandonner à son sort. Milena se réjouit de voir qu'il est assez malin pour avoir compris son plan. Elle dit qu'ils doivent faire tout leur possible pour survivre ensemble. Elle leur promet une récompense s'ils parviennent à atteindre la capitale sains et saufs, mais Kyle répond qu'ils n'ont pas besoin d'argent ou de titres, l'honneur et la renommée leur suffiront amplement. Milena poursuit ensuite avec leur stratégie. Ils ont l'avantage s'ils choisissent d'attendre. Le 5e bataillon doit arriver le lendemain dans la ville d'Archen et dès qu'il découvrira sa disparition, il partira immédiatement à sa recherche. Ce bataillon est aussi puissant que le 2e, dirigé par Xentos. En cas d'affrontement, toute agitation nuirait davantage à Xentos qu'à eux. Theron propose qu'ils se cachent dans le village voisin jusqu'à l'arrivée des renforts. Mais Kyle rejette l'idée, la qualifiant de stupide.
Il explique que Zentos n'hésitera probablement pas à incendier tout le village pour les éliminer, ce qui mettrait en danger encore plus de civils, sans aucune garantie de succès. À la place, il suggère de rebrousser chemin vers Archen, une ville peuplée de milliers d'habitants que leurs ennemis ne pourront pas tous tuer. De plus, ils rencontreront ainsi le 5e bataillon plus rapidement, et ensemble, ils auront une chance de vaincre Zentos. Milena fait remarquer qu'en faisant demi-tour, ils croiseront forcément les poursuivants. Kyle lui répond calmement qu'ils s'en occuperont lorsqu'ils les affronteront. Avant tout, ils s'arrêtent pour refaire leurs provisions. Pendant ce temps, Kyle envoie Seal en mission de reconnaissance. Seal revient avec des nouvelles. Zentos n'est pas avec les chevaliers. Kyle affirme alors que cela simplifie grandement les choses. Milena est stupéfaite par les capacités de l'épée intelligente de Kyle, puis encore plus impressionnée lorsqu'elle voit la quantité astronomique de pierres magiques que possède son groupe. Peu après, Lise lui remet une boîte remplie de potions de soins de haute qualité, lui recommandant d'en boire une si elle venait à être blessée. Milena, de plus en plus surprise, finit par leur demander qui ils sont vraiment. Kyle lui répond, avec un sourire, qu'ils sont juste un groupe de héros en devenir. Pendant ce temps, Serenus pique une crise de colère, furieux que Zentos ait échoué à tuer Milena. Mais Zentos, imperturbable, lui assure qu'il a déjà envoyé ses hommes terminer le travail que les monstres n'ont pas pu accomplir. Serenus ordonne alors qu'il s'y rende lui-même pour tuer la princesse, mais Zentos lui rappelle que dès que le 5e bataillon arrivera en ville et découvrira la disparition de Milena, il sera interrogé, chose qu'il ne pourra pas supporter. Serenus se calme à cette idée, et Zentos l'assure qu'il ne ratera pas sa mission cette fois-ci. Dans la forêt, les chevaliers aperçoivent la calèche de Milena qui se dirige droit vers eux. Le vice-capitaine ordonne à ses hommes de viser les chevaux pour forcer l'arrêt du convoi. Ils se mettent en position, prêts à tirer, lorsqu'un groupe de pierres magiques tombe soudainement du ciel devant eux. Ils n'ont même pas le temps de comprendre ce qui se passe que les explosions retentissent. Seal continue de faire pleuvoir les pierres depuis les airs. Le vice-capitaine crie à ses hommes de se replier en formation. Mais à ce moment-là, Kyle fonce en calèche droit sur lui. Il roule sur le côté pour esquiver le choc, tout en ordonnant à ses soldats de tirer. Pendant ce temps, sur la calèche, Urza et Theron épaulent Kyle en éliminant les obstacles. Ils parviennent à franchir les chevaliers sans trop de difficultés, et une fois en zone sûre, ils avalent quelques potions de soins, remerciant le ciel d'être aussi scandaleusement riche. Soudain, la calèche s'arrête brusquement. Lorsqu'ils descendent pour voir ce qui se passe, ils découvrent que traverser les lignes ennemies n'était pas aussi sans danger qu'ils l'espéraient. Une roue a éclaté. Ne pouvant la réparer, ils décident de continuer à pied. Lise prend alors la tête du groupe, accompagnant la princesse et ses assistantes. De son côté, Kyle dit à Urza que quelqu'un doit rester en arrière pour retenir les chevaliers. Sinon, ils risquent d'être acculés aux portes de la ville. Urza l'avertit que c'est trop dangereux, mais Kyle lui répond qu'il ne reste plus que 30 chevaliers après les attaques précédentes et qu'ils peuvent les gérer. Elle se met en colère en pensant qu'il veut encore risquer sa vie, mais il la rassure. Cette fois, ce ne sera pas lui. Il se tourne alors vers Theron et lui dit de retarder les chevaliers royaux. Ce dernier accepte presque machinalement, sans bien réaliser ce qui lui est demandé. Peu après, Kyle demande à Urza de lancer un sort de vent pour qu'il puisse courir plus vite. Ce n'est que lorsqu'ils commencent à s'éloigner que Theron comprend qu'ils sont réellement en train de l'abandonner. Il crie pour demander où ils vont, mais Kyle lui dit simplement de faire de son mieux. Pris de panique, Theron réalise qu'il est vraiment tout seul. Et bientôt, les chevaliers arrivent. Au lieu de les affronter, Theron brandit un drapeau blanc et se rend. Il les supplie d'épargner sa vie, affirmant que ce n'était même pas sa faute et que tout a été planifié par Kyle. Il propose même de leur remettre tout l'argent qu'ils possèdent et de leur révéler l'emplacement du donjon où ils l'ont trouvé. Mais le vice-capitaine ne semble pas intéressé. 6 soldats inspectent rapidement la calèche et découvrent qu'elle est vide. Il décide alors de poursuivre la princesse. Quant à Theron, il ordonne à ses hommes de s'en débarrasser. En entendant cela, Theron s'accroche désespérément à lui, déclarant qu'il est prêt à tout faire, même à offrir un Gluck-Gluck 2000 à tous les chevaliers ici présents pour sauver sa vie. Le vice-capitaine, outré, perd patience et décide de l'éliminer lui-même. Pendant ce temps, Urza s'inquiète pour Theron. Elle est convaincue que les chevaliers vont le tuer.
Kyle admet qu'il aurait lui aussi préféré qu'aucune vie ne soit perdue. Urza n'en revient pas qu'il puisse dire ça avec autant de calme. Mais soudain, Lise réalise quelque chose. Personne ne lui a dit que Théron était en réalité le plus fort d'entre eux. Du côté des chevaliers, un homme est tombé, mais ce n'est certainement pas Théron. Au contraire, il vient de tuer le vice-capitaine avant même que celui-ci n'ait le temps de lever son épée. Sans perdre de temps, il commence à absorber l'aura des morts, déclarant que tuer le plus fort est toujours la meilleure manière de commencer un combat. Les chevaliers le regardent, médusés, tandis que Kyle retire lentement ses gants, puis ses anneaux et bracelets d'entraînement qui multipliaient son poids par 10. Une fois délesté de ses contraintes, il se sent bien plus léger. Et lorsque les chevaliers se ruent sur lui, il les abat avec une aisance terrifiante. Soudain, il lance une pierre magique en direction des chevaux, provoquant une explosion qui les affole. Les montures s'enfuient dans la panique, abandonnant les chevaliers sur place. Théron sourit, satisfait. Il élimine encore quelques adversaires, puis, estimant en avoir assez fait, laisse tomber son épée. Il leur annonce alors que sa mission n'était pas de tous les tuer, mais simplement de les ralentir. Leur chef est mort, leurs chevaux ont fui, et ils ne pourront plus jamais rattraper la princesse. Il leur conseille de partir s'ils tiennent à leur vie. Face à cette réalité, les chevaliers acceptent à contre-cœur de battre en retraite. Alors qu'ils tournent le dos, Théron leur lance plusieurs pierres magiques explosives, les réduisant en morceaux. Les survivants n'ont même pas le temps de réagir avant d'être abattus, un par ces attaques fulgurantes et impitoyables. Une fois le massacre terminé, Théron s'assoit au milieu du champ de bataille ensanglanté. Il est épuisé, non pas par le combat, mais par le rôle de fou qu'il a joué pour mieux les tromper, et par le fait d'avoir tué une trentaine de chevaliers à lui seul. Pendant ce temps, en ville, Zentos perd le contact avec les chevaliers. Il comprend qu'ils ont eux aussi échoué. Décidé à agir personnellement, il laisse quelques hommes surveiller Karina, puis enfourche son cheval et s'engage seul dans la forêt. Syl, posté en éclaireuse, le repère et prévient immédiatement Kyle. Mais Zentos, vigilant, remarque sa présence. D'un tir précis, il la frappe avec une boule d'énergie, la projetant au sol. Syl, blessé, murmure que cet homme est décidément très puissant. Pour Kyle, cela ne fait plus de doute. Zentos approche. Il ordonne à Lys et Urza de protéger la princesse et leur dit que, si la situation tourne mal, ils doivent immédiatement faire demi-tour et rejoindre Théron. Milena demande alors à Kyle s'il est vraiment sûr de pouvoir affronter seul l'un des plus puissants chevaliers du royaume. Il lui répond qu'il n'a jamais voulu se battre contre lui, mais qu'à présent, il semble ne plus avoir le choix. Soudain, Milena le fixe du regard, intriguée, puis lui demande pourquoi il parle comme s'il connaissait personnellement Zentos. Elle se demande si sa présence à ses côtés, au moment même où elle était en danger, n'était vraiment qu'une coïncidence. Mais elle se ravise rapidement. Ce n'est pas le moment pour ce genre de questions. Elle le remercie alors de se battre pour elle, et Kyle lui promet qu'il reviendra victorieux. L'aube se lève, et avec elle, Zentos arrive à l'endroit où Kyle l'attend. Il descend de cheval et s'approche calmement de lui, demandant s'il est bien celui qui aide la princesse. Kyle acquiesce, puis lui demande pourquoi il est venu seul alors qu'il avait d'autres chevaliers avec lui. Zentos répond qu'il ne veut pas que davantage de ses hommes meurent pour une cause sans importance, puisqu'il est amplement capable de s'occuper de ça tout seul. Dans une tentative désespérée pour éviter de devoir le tuer, Kyle lui propose de se rendre. Il lui promet même qu'il demandera à la princesse de lui accorder son pardon. Mais Zentos trouve cette proposition absurde. Kyle l'interroge alors. Pourquoi a-t-il voulu tuer la princesse? Il sait que l'argent ou le pouvoir ne suffiraient pas à le corrompre. Zentos refuse de répondre à ces questions et adopte sa posture de combat, persuadé qu'il viendra rapidement à bout de son adversaire pour ensuite retrouver la princesse. Kyle, lui aussi, se met en position. Tous deux lancent alors des sorts d'amélioration pour accroître leur vitesse et leur force. Ils foncent l'un vers l'autre. Kyle esquive la première attaque de Zentos. Mais ce n'était qu'une illusion. Le véritable Zentos était dissimulé juste derrière. Cependant, Kyle le savait déjà. Il parvient à esquiver le véritable assaut et riposte en touchant Zentos, brisant une partie de son bouclier magique. Zentos est stupéfait. C'est la première fois que quelqu'un esquive son attaque lors d'un premier affrontement. Ce qu'il ignore, c'est que Kyle connaît par cœur son style de combat. Cependant,
Après avoir esquivé la première attaque mortelle, Kyle comprend rapidement qu'il n'est pas de taille face à Zentos avec sa force physique actuelle. Repoussé sans relâche, il vacille sous les rafales d'énergie que Zentos lui envoie. Déséquilibré, il parvient tout de même à poser le pied sur son épée et utilise l'élan pour s'éloigner de son adversaire. Zentos, offensé par ce geste, un coup de pied donné à une lame, s'indigne, mais Kyle lui réplique qu'il a appris cela de son maître, avant de lui lancer une pierre magique explosive. Grâce à ses réflexes aiguisés, Zentos parvient à renvoyer la pierre vers Kyle d'un coup net, l'obligeant à encaisser l'explosion lui-même. Profitant de son déséquilibre, Zentos se rue sur lui, mais au cours de leur affrontement, son épée commence à se fissurer. Pris de court, Zentos recule, réalisant que l'arme de Kyle est supérieure à la sienne. Kyle en profite pour lui proposer une nouvelle fois de se rendre, car il ne souhaite pas le voir mourir. Mais Zentos refuse, affirmant que la meilleure manière de se rendre serait de mourir sur place. Conscient qu'il ne peut plus se permettre de perdre de temps, il décide de porter une attaque décisive. Il adopte une posture menaçante et libère une aura terrifiante. De son côté, Kyle se prépare à l'affronter. Juste avant l'échange final, Zentos lui demande son nom. Kyle se présente, lui demandant de s'en souvenir. Les deux combattants chargent. Zentos part le coup de Kyle, le laissant sans défense, puis frappe de toutes ses forces. Mais son épée se brise au contact du cœur de Kyle, ou plutôt, du cœur du dragon divin. Zentos réalise qu'il est désormais en position de faiblesse. Kyle, quant à lui, renforce son cœur et s'élance pour porter le coup fatal à son ami. Il le frappe en pleine poitrine et Zentos tombe à genoux, grièvement blessé, le sang coulant abondamment. Dans un souffle, il demande à Kyle s'il a volontairement laissé sa lame être détournée pour l'attirer dans ce piège. Mais Kyle nie. Zentos l'avait surpassé sur tous les plans, mais il savait qu'il irait droit au but, sans détour. Et c'est précisément sur cela qu'il avait misé. Zentos, dans un dernier souffle, murmure que Kyle est un homme étrange, avant de chuchoter un « pardon » presque inaudible, puis rend l'âme. Le cœur lourd, Kyle s'agenouille près de lui et lui présente ses excuses. Il confesse qu'il y a des choses qu'il doit protéger, coûte que coûte, même si cela signifie devoir tuer de vieux amis. Les larmes commencent à couler sur son visage, car Zentos faisait justement partie de ces choses précieuses qu'il voulait préserver. Mais il est déjà trop tard. Pendant ce temps, dans la ville, Kérénas fait les 100 pas dans sa chambre, visiblement agité. Il s'interroge. Pourquoi Zentos met-il autant de temps à revenir? Soudain, des bruits de pas résonnent dans le couloir. Il se redresse, persuadé que Zentos est enfin de retour, mais il déchante vite. Ce n'est pas son fidèle chevalier qui entre, mais la commandante du 5e bataillon, Kilren, accompagnée de ses troupes. Elle ordonne à ses guerrières de prendre d'assaut la pièce et d'arrêter le prince sur le champ. Furieux, Kérénas leur ordonne de se retirer immédiatement. Mais à ce moment-là, Milena fait son entrée dans la pièce. Et d'un coup, Kérénas se fige, muet comme une tombe. Sans perdre une seconde, Milena ordonne à Kilren d'arrêter Kérénas et de l'interroger, par la force s'il refuse de coopérer. Puis elle tourne les talons et quitte la pièce, laissant derrière elle les cris furieux du « prince bâtard » se transformer en hurlements, alors que les chevalières commencent à le passer à tabac sans ménagement. Dans le couloir, Milena retrouve Kyle et son groupe. Elle les remercie sincèrement de l'avoir aidé à traverser cette épreuve. Elle les emmène ensuite au palais royal afin de les remercier officiellement et de les récompenser dignement. À peine arrivés, Théran et Syl perdent tout contrôle en voyant les jeunes femmes et les mets délicieux qui les entourent. Gêné, Kyle s'excuse pour leur comportement, mais Milena, amusée, lui répond que ce n'est pas bien grave. À ce moment-là, le roi fait son apparition. Sur un coup de panique, Milena court vers lui pour lui prendre la main maladroitement au lieu de lui offrir une étreinte. Elle le présente ensuite à Kyle et à son équipe. Parmi eux, seul Kyle trouve la présence d'esprit de saluer le roi. Cependant, le roi dit à Kyle qu'il n'a pas besoin de faire preuve de tant de formalités. Il remercie chaleureusement son groupe pour avoir sauvé sa fille, puis commence à s'interroger. Pourquoi Zentos aurait-il participé à un complot visant à assassiner Milena? Il leur demande de garder le silence sur cette affaire, et Kyle lui promet qu'aucun d'eux ne fera quoi que ce soit qui puisse nuire au royaume. Peu après, une version officielle falsifiée est diffusée dans tout le pays.
Elle raconte que Milena et Cerne voyageaient vers une région frappée par une tragédie lorsqu'ils furent attaqués par des monstres extrêmement dangereux. Les chevaliers menés par Zentos auraient tout tenté pour les protéger, mais auraient perdu la vie au combat. Cerne, quant à lui, aurait été grièvement blessé et se remettrait encore, caché dans un lieu tenu secret. La seule partie véridique dans cette histoire, c'est que Kyle a bel et bien sauvé la princesse. Rapidement, le jour arrive où lui et son groupe reçoivent leur récompense. Kyle est décoré de la médaille d'honneur pour avoir sauvé la princesse et la foule l'acclame rapidement comme un nouveau héros national. Mais malgré cela, la menace qui pèse sur la vie de Milena ne s'est pas dissipée, car le véritable instigateur de l'attaque n'était ni Cerne ni Zentos, mais le roi lui-même. Ce dernier jalouse sa propre fille, car elle le surpasse dans tous les domaines. Et lorsqu'elle deviendra reine, elle redonnera à ce royaume toute sa grandeur, chose qu'il n'a jamais su accomplir. Il craint qu'on ne se souvienne pas de lui dans l'histoire, éclipsé par sa propre héritière. Et il ne peut l'accepter. Tandis qu'il réfléchit aux moyens d'éliminer Milena, Kyle entre dans sa chambre, déguisé en assassin. Le roi, pris de panique, s'apprête à crier, mais Kyle s'approche aussitôt de lui et lui couvre la bouche. Il commence à parler calmement de la façon dont le roi avait refusé sa proposition d'aider les nains, dès le début de la grande invasion, uniquement pour préserver sa suprématie diplomatique. Cette décision stupide avait conduit les nains à leur perte. En conséquence, l'armée démoniaque avait pu s'engouffrer au cœur du continent et envahir d'autres nations. Kyle ajoute qu'il aurait pu lui pardonner cette erreur, mais lorsqu'il a entendu Zentos s'excuser auprès du roi dans son dernier souffle, tout est devenu clair. D'un coup sec, il pousse le roi sur le balcon, enchaînant d'une voix ferme. Il aurait dû comprendre dès le départ qu'un homme aussi loyal que Zentos n'aurait attaqué Milena que sur le roi est en nage, tremblant de peur. Mais il parvient tout de même à hurler à Kyle. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi ?» Kyle le pousse alors contre le mur, plus fermement, répliquant que Milena est peut-être, elle aussi, une stratège rusée. Mais au moins, elle est plus intelligente que toute la famille royale réunie. Le roi tente de se débattre et réussit à arracher le déguisement de Kyle. Mais il est déjà trop tard. Dans un ultime geste, Kyle le pousse dans le vide. Le roi s'écrase au sol, mort sur le coup. Les gardes, affolés, trouvent son cadavre gisant au pied du balcon. En voyant l'alcool renversé, ils supposent qu'il a glissé parce qu'il était trop ivre. Pour protéger son image, l'histoire officielle raconte qu'il est mort d'une crise cardiaque. La nouvelle parvient rapidement aux oreilles du groupe de Kyle. Théron, sans trop le montrer, se réjouit que le roi ait survécu juste assez longtemps pour leur remettre leur médaille. Sinon, ils auraient sans doute dû attendre une éternité pour être décorés. Il est également content de savoir que Milena va bientôt monter sur le trône. Cependant, ce qui intrigue et inquiète tout le groupe, c'est qu'elle a convoqué Kyle pour une rencontre privée juste avant sa cérémonie de couronnement. Lors de leur entrevue, Milena lui annonce qu'elle est fiancée au prince Mazur de l'Empire de Gargane. Kyle, abasourdi, n'en croit pas ses oreilles. Milena lui explique alors qu'à l'époque, l'Empire de Zergis avait conclu un accord avec celui de Gargane. En échange du territoire de Cairn, elle avait été promise au prince Mazur. Mais à présent, elle souhaite rompre cet engagement, car ceux qui l'ont arrangé étaient des imbéciles. Ils n'ont même pas pris la peine de formaliser l'accord par un contrat écrit. De plus, le territoire de Cairn n'est pas officiellement lié à cette promesse. Il restera donc dans le giron de l'Empire de Zergis. Cependant, avant de pouvoir agir, Milena veut que Kyle rende visite au gouverneur de Cairn et obtienne son approbation pour annuler l'engagement. Cette mission pèse lourd sur Kyle, et la nuit venue, il n'arrive pas à dormir tant il y pense. C'est alors que Syl apparaît à ses côtés et lui demande ce qui le tracasse. Kyle lui confie qu'il est préoccupé par la réaction que pourrait avoir l'Empire de Gargane. Mais Syl lui répond qu'il devrait plutôt s'inquiéter de Cairn, car il semble que ce territoire rencontre ses propres difficultés. Elle lui rappelle que le gouverneur de Cairn n'a même pas assisté aux funérailles du roi, ce qui signifie qu'il est probablement retenu par un problème sérieux. Syl pense que tout cela fait partie des manigances habiles de Milena. Elle espère que Kyle résoudra le problème à Cairn, sans avoir besoin de lui en donner explicitement l'ordre. Cette idée rassure Kyle. D'un côté, cela pourrait améliorer encore davantage sa réputation de héros, et de l'autre, cela lui permettrait de garder ses distances avec Milena, ce qu'il souhaite plus que tout. Cependant, avant son départ,
il doit encore la rencontrer une dernière fois. Lors de leur entrevue, Milena lui demande de rejoindre les gardes royaux et de devenir son chevalier personnel. Elle veut l'avoir à ses côtés jour et nuit. À ce moment-là, Milena éclate de rire et lui dit qu'elle plaisantait, avant de lui souhaiter bonne chance pour sa mission. De retour auprès de ses amis, Kyle pique une petite crise, visiblement contrarié. Au fond, il espérait vraiment que la princesse ait des sentiments pour lui. Quoi qu'il en soit, il emmène son groupe à l'atelier d'armes d'élite tenu par le vieux Fezba, qui se montre ravi de faire affaire à nouveau avec Kyle. Fezba le félicite pour sa médaille et lui souhaite encore plus de gloire à l'avenir. Mais il est vite interrompu par Théron, impatient de savoir si son épée est enfin réparée. Fezba lui présente aussitôt l'arme, expliquant qu'il a confié le travail à son meilleur artisan. Mais Théron, sans même l'examiner, lui demande s'il n'a pas une arme encore plus puissante. Le vieil armurier s'excuse. Il n'a rien de mieux pour le moment. Toutefois, il promet d'utiliser ses contacts pour dénicher une lame plus exceptionnelle encore. Kyle en profite pour lui demander s'il sait quelque chose sur Karen, leur prochaine destination. À cette question, Fezba se montre tout de suite plus sérieux. Il explique que Karen est une ville difficile. Elle est entièrement dirigée par la guilde des forgerons, et ces derniers causent de nombreux problèmes, au point de nuire aux affaires dans toute la région. Cependant, il ajoute que les choses commencent à s'améliorer depuis que Karen est officiellement devenue une partie de l'Empire de Xerge. Kyle le remercie pour ces précieuses informations. Fezba s'adresse ensuite à Théron, lui conseillant de chercher une lame à Karen. La ville possède une longue et riche tradition dans la fabrication d'armes. Sur ces mots, Kyle et Théron rejoignent les filles, et ensemble, ils se mettent en route vers Karen, prêts à affronter les défis qui les attendent. Peu après, le groupe arriva aux abords de la ville de Khoran, et tous furent stupéfaits de constater que la cité avait été construite dans les montagnes. Syl, leur encyclopédie de poche, intervint pour lever le malentendu. En réalité, c'était la montagne qui avait été érigée autour de la ville, et non l'inverse. Cela pouvait sembler insensé, mais selon Syl, à l'époque de l'ère Zarl, cette cité servait de poste avancé pour défendre le continent contre les démons. Durant cette période, on y découvrit des filons de minerais de très haute qualité. Les mages et les saints de l'époque utilisèrent alors une magie ancienne pour littéralement soulever la terre, amenant ces filons à la surface, ce qui fit naître la montagne. En résumé, Khoran n'était rien d'autre qu'un gigantesque filon de minerais, comparable à un arbre-monde en taille. Soudain, un groupe de chevaucheurs de Wyvern approcha de la ville. À leur apparence, Kyle comprit qu'il s'agissait des chevaliers de Wyvern de l'Empire Gargan. Soupçonnant que leur présence était liée à la décision de Milena de rompre ses fiançailles, Kyle s'avança rapidement pour éviter que la situation ne dégénère. Une fois entré dans la ville, Kyle s'adressa à l'un des chevaliers qui servaient ici et demanda à rencontrer l'ambassadrice de Zergis. Pendant que le chevalier vérifiait son identité et cherchait à connaître la raison de sa visite, Urza confia à Lisa qu'elle se sentait mal à l'aise d'être entourée d'autant de nains. Apparemment, nains et elfes ne s'entendaient pas du tout. Urza affirma que ce mépris était entièrement à sens unique, refusant d'admettre que son propre peuple pouvait aussi avoir une part de responsabilité. Peu après, l'ambassadrice de Zergis, mademoiselle Miranda, fit son apparition, accueillant chaleureusement tout le monde dans sa ville. Lisa poussa subtilement Kyle vers l'avant pour qu'il prenne la parole, et il faillit trébucher sur elle avant de lui saisir la main brusquement pour retrouver son équilibre. Ce geste rendit Lisa jalouse, bien qu'elle n'eût à s'en prendre qu'à elle-même, puisque c'était elle qui l'avait poussée. Quoi qu'il en soit, le parchemin que Kyle avait reçu de Milena contenait une lettre. En la lisant, Miranda comprit que Kyle était venu rencontrer le gouverneur en tant que messager de Milena. Elle exprima sa joie de voir que la nouvelle reine s'était trouvé un messager à la fois fort convenable et particulièrement qualifié pour cette tâche. La façon dont Miranda parlait de Milena laissait entendre qu'elles avaient été proches, et Miranda révéla en effet avoir été l'une de ses professeurs en diplomatie il y a quelques années. Quoi qu'il en soit, avant de passer aux discussions officielles, Miranda inclina la tête pour remercier Kyle d'avoir sauvé la vie de Milena. Puis, elle aborda le sujet principal, annonçant à Kyle une mauvaise nouvelle. Le gouverneur Bax était gravement malade et incapable de recevoir des visiteurs. Cependant, elle ajouta qu'il ne devait pas trop s'inquiéter, car, même alité,
Bax avait l'obligation officielle de rencontrer les émissaires de la nouvelle reine. Elle escorta donc Kyle et ses compagnons jusqu'à la résidence du gouverneur. En chemin, Lisa ne put s'empêcher de remarquer à quel point Miranda était lourdement protégée. Kyle pensait que si Miranda se montrait toujours aussi prudente, c'était uniquement par crainte que l'Empire Gargane ne tente quelque chose de fâcheux à tout moment. Theron demanda à Kyle s'il devait vraiment les accompagner, sachant qu'il se contenterait de rester debout comme un figurant pendant que Kyle parlerait. Pour éviter de s'ennuyer, il décida d'aller explorer la ville, et Kyle, tel un parent strict, lui ordonna de revenir avant le coucher du soleil. Le groupe arriva alors devant l'ambassade Gargane, où un vieil homme les remarqua. Il s'agissait de l'ambassadeur Gargane, dont la simple vue suffisait à mettre Miranda hors d'elle. L'associé du vieil homme, Alzar, était le deuxième plus grand mage de cour de l'Empire Gargan. Il expliqua qu'ils étaient également venus rencontrer le gouverneur de Karan. Miranda lui demanda s'il possédait une autorisation de la reine, puisque cette terre appartenait au royaume de Zergis. Mais Alzar rétorqua que, Karan étant une cité-État autonome, il n'avait besoin ni de l'autorisation de Miranda, ni de celle de la nouvelle reine. Les sourires forcés ne pouvaient masquer la profonde animosité qui régnait entre eux. Miranda, décidant de clore l'échange, proposa qu'ils aillent ensemble rencontrer le gouverneur. Mais avant d'entrer, Alzar demanda poliment à Kyle qui il était. Kyle répondit qu'il était l'émissaire de la nouvelle reine. Alzar se montra ravi de l'apprendre et comprit que Kyle était le héros qui avait sauvé Milena. L'homme affirma connaître les parents de Kyle, en particulier sa mère, Saraya, ajoutant qu'il ressemblait davantage à elle qu'à Léonard. Kyle fut surpris d'entendre cela, et Alzar expliqua qu'il avait étudié la magie avec Saraya 20 ans plus tôt. Comme elle l'avait promis à l'équipe, Miranda se rendit chez le forgeron nommé Gazus, dans l'intention de le convaincre d'accepter le poste de gouverneur. Elle s'attendait à ce qu'il refuse, et ne fut donc pas surprise lorsqu'il répondit par la négative. Elle tenta de le persuader, lui expliquant que l'Empire Zergis souhaitait établir de bonnes relations avec l'Empire Koran et qu'il leur fallait un gouverneur fiable pour entretenir ce lien. Gazus insista sur le fait qu'il n'était pas nécessaire pour une telle mission. S'il cherchait quelqu'un de compétent et de cultivé, il pouvait trouver une autre personne. Lui n'était qu'un forgeron, et c'était ce métier qu'il comptait continuer à exercer. La discussion prenait une mauvaise tournure, et l'équipe, postée près de la porte pour écouter, conclut qu'il n'obtiendrait rien de bon de cette rencontre. Cela confirma les propos d'Urza sur les nains. Nommer un nain gouverneur était, selon elle, une idée tout simplement mauvaise. Elle ne fut donc pas étonnée du refus de Gazus. La porte s'ouvrit soudain et Gu entra dans la maison, accompagné d'un visiteur inattendu, Theron. On découvrit alors que Gu était la fille de Gazus. Les retrouvailles furent l'occasion pour chacun de s'étonner de la présence des autres et d'échanger les raisons qui les avaient conduits ici. Gu, pour sa part, fut surprise de voir Miranda. Comme Miranda et Gazus étaient occupés, Gu proposa à l'équipe de la suivre jusqu'à son laboratoire, où elle leur montra une potion qu'elle venait de préparer. Intriguée, Theron lui demanda comment elle pouvait être humaine si son père était un nain. Elle expliqua alors que lui et sa sœur étaient issus du premier mariage de leur mère, aujourd'hui décédée. Theron commenta qu'après le mariage de sa sœur, leur maison était devenue bien morne. Puis il prépara des boissons pour tout le monde et alla porter la sienne à Kyle. Pendant ce temps, Kyle feuilletait les livres de la maison. Juste avant que Gu n'apporte son verre, il ouvrit un ouvrage et tomba sur un dessin de golem qui le figea, réveillant en lui des souvenirs de son ancienne vie. Il demanda immédiatement à Gu si c'était lui qui avait créé ce golem, mais celui-ci, surpris, expliqua qu'il ne s'agissait que d'un projet, le même qui l'avait plongé dans les dettes. Kyle, lui, savait qu'il s'agissait bel et bien de golems. La technologie pour les fabriquer avait disparu après la destruction du royaume, mais plus tard, l'Empire Gargan avait réussi à déployer précisément ce type de golem que Gu tentait de construire. Ils étaient bien plus puissants que les humains et avaient joué un rôle crucial pendant la bataille. Comme elle l'avait promis à l'équipe, Miranda se rendit chez le forgeron nommé Gazus, avec l'intention de le convaincre d'accepter le poste de gouverneur. Elle s'attendait à ce qu'il refuse, et ne fut donc pas surprise lorsque celui-ci répondit par la négative. Elle tenta de le persuader en lui expliquant que l'Empire Zergis souhaitait établir de bonnes relations avec l'Empire Koran et qu'il leur fallait un gouverneur fiable pour entretenir cette alliance. Mais Gazus insista. Il n'était pas nécessaire pour un tel rôle.
S'ils avaient besoin de quelqu'un de compétent et de cultivé, ils pouvaient trouver une autre personne. Lui n'était qu'un forgeron et il comptait bien le rester. La conversation s'enlisait et l'équipe, restée derrière la porte à écouter, comprit qu'il n'y aurait rien de positif à tirer de cette entrevue. Cela confirmait les propos d'Urza. Choisir un nain comme gouverneur était, selon elle, une très mauvaise idée. Son refus ne la surprit donc pas. Soudain, la porte s'ouvrit et Gu entra, accompagné d'un visiteur inattendu, Théron. On découvrit alors que Gu n'était autre que la fille de Gazus. Les retrouvailles furent chaleureuses, et Théron, intrigué, demanda pourquoi il se trouvait là. Chacun raconta ce qui l'avait conduit en ces lieux, et Gu elle-même fut surprise de voir Miranda. Comme Miranda et Gazus étaient occupés, Gu proposa à l'équipe de la suivre jusqu'à son laboratoire. Là, elle leur montra une potion qu'elle venait de préparer. Intriguée, Théron lui demanda comment elle pouvait être humaine si son père était un nain. Elle expliqua alors que lui et sa sœur étaient nés du premier mariage de leur mère, aujourd'hui décédée. Théron fit remarquer qu'après le mariage de sa sœur, leur maison avait perdu toute vitalité. Il prépara ensuite des boissons pour tout le monde, puis alla porter sa part à Kyle. Pendant ce temps, Kyle explorait les rayonnages et examinait les livres de la maison. Juste avant que Gu ne lui apporte son verre, il ouvrit un ouvrage et tomba sur un dessin de golem. La vision le figea et fit remonter en lui des souvenirs de son ancienne vie. Il demanda aussitôt à Gu si c'était lui qui avait créé ce golem, mais celui-ci, surpris, répondit qu'il ne s'agissait que d'un projet, le même qui l'avait plongé dans les dettes. Kyle, cependant, savait qu'il s'agissait bel et bien de golems. La technologie pour les fabriquer avait disparu après la destruction du royaume, mais plus tard, l'Empire Gargan avait réussi à déployer précisément ce modèle que Gu essayait de construire. 6 golems étaient bien plus puissants que les humains et avaient joué un rôle déterminant durant la bataille. Kyle emmena Gu voir Syl et celle-ci reconnut immédiatement la technologie que Gu avait utilisée pour sa création. Elle affirma qu'il s'agissait d'une technologie ancienne, ce que Gu confirma aussitôt. En l'examinant, Syl expliqua à Kyle qu'il pouvait remplacer les composants magiques par des éléments ordinaires et assura qu'elle était certaine que cela fonctionnerait. Kyle lui fit confiance. Il demanda alors à Gu de terminer cette arme au plus vite. Mais, en découvrant l'ampleur du projet, Gu calcula qu'il lui faudrait au moins 10 ans pour le mener à bien. Lorsque Kyle insista pour que cela soit prêt en moins d'1 an, Gu lui rappela qu'il lui faudrait énormément d'argent pour y parvenir. Pour Kyle, ce n'était pas un problème. Il vida sur la table une poignée de pièces d'or et ordonna à Gu de dépenser tout ce qu'il fallait pour atteindre leur objectif. Il ajouta qu'il ne voulait absolument personne d'autre au courant de cette affaire. Gu, gêné, fit remarquer qu'il avait déjà d'autres investisseurs qui s'attendraient à recevoir des nouvelles du projet. D'un ton calme, Kyle lui conseilla de leur dire qu'il avait échoué et de leur rendre leur argent. Mais il précisa que Gu n'avait pas à se soucier du remboursement. Il s'en chargerait lui-même. Après tout, il avait encore de l'or en réserve. Gu se réjouit d'avoir trouvé une poisson d'or, sans savoir vraiment ce que cela impliquerait. Une fois leurs affaires réglées avec Gu, ils rejoignirent Miranda. Celle-ci leur annonça que Gazus n'avait pas cédé et refusait toujours le poste. Déçue, Miranda partit, mais Kyle avait encore un sujet à aborder. Avant même qu'il puisse parler, Gazus déclara qu'il ne voulait pas discuter. Gu lui demanda néanmoins de les écouter et il accepta à contre-cœur. Théron sortit alors son épée et expliqua qu'elle n'était pas assez puissante. Pourtant, c'était l'une des meilleures qu'il pouvait obtenir. Il précisa qu'il voulait quelque chose de similaire à l'arme de Kyle. Lorsque Kyle dégaina la sienne, Gazus la reconnut aussitôt. Il affirma qu'il s'agissait de l'épée de Zarl, l'une des plus remarquables, et confessa qu'il ne pensait jamais en revoir une. Il avoua ne pas être capable d'en reproduire une semblable, et ajouta qu'il n'était pas disposé à discuter davantage. Il leur demanda donc de partir. Dehors, ils repensèrent aux paroles de Gazus. Il avait laissé entendre qu'il avait déjà vu une arme de ce genre par le passé, ce qui était pour le moins surprenant. Syl, quant à elle, ils ne peuvent pas discuter avec Gazus pour savoir où il a vu l'épée, alors ils décident de lui rendre visite le lendemain. De retour chez lui, Kyle réfléchit à l'avenir avec Syldonia. Dans la première vie, l'expérience de Gu avait échoué et, par conséquent, il avait vendu le brevet à l'Empire.
Celui-ci l'avait alors redéveloppée pour en faire l'arme utilisée lors de la bataille. Pour l'instant, ils sont censés informer l'Empire au sujet de cette arme, mais cela ne ferait que le renforcer. Ce qu'ils veulent absolument éviter. Depuis que la reine a rompu ses fiançailles, l'Empire est devenu plus méfiant, et à ce rythme, les humains pourraient bien finir par s'entretuer avant même que la Grande Guerre ne commence. En attendant, Kyle se contente de croiser les doigts. Ce soir-là, il reçoit une visite inattendue d'Alzar. Celui-ci n'est là que pour l'inviter à déjeuner le lendemain, précisant qu'il peut même venir avec les autres ambassadeurs. Il lui propose de voler ensemble sur un wyvern, mais Kyle se demande si des étrangers peuvent en prendre le contrôle. À sa grande surprise, Alzar lui apprend que c'était sa propre mère, Saria, qui avait mis au point la technologie permettant de contrôler ces créatures. La révélation stupéfie Kyle. Alzar parle de sa mère avec beaucoup d'admiration et raconte combien il voulait lui ressembler. Mais aujourd'hui, elle n'est plus cette femme forte. Elle est simplement devenue une femme au foyer. En réalité, Alzar veut juste passer un moment avec le fils d'un vieil ami et Kyle finit par accepter. Après le départ d'Alzar, Syl sort de sa chambre et confie qu'à leur rencontre, elle avait ressenti chez lui une puissante énergie magique. Le lendemain, les autres refusent de se joindre au déjeuner. Alors Kyle part avec Miranda pour rencontrer Alzar. En franchissant une porte, Kyle ressent soudain une sensation étrange. Pris d'un vertige, il revient sur ses pas, ouvre à nouveau la porte et découvre une scène macabre. Du sang éclaboussé partout et le corps sans vie d'Alzar. Le meurtrier est encore là, baignant dans la mare de sang, ses longues oreilles visibles. La moitié du continent est contrôlée par les démons, et depuis 3 siècles, ils n'ont lancé aucune attaque. Peu à peu, les nations humaines ont donc baissé la garde. La plupart des gens seraient incapables de reconnaître un démon au premier coup d'œil. Mais Kyle, lui, connaît par cœur tous leurs traits distinctifs, gravés dans sa mémoire. Il sait de quoi il parle. La démone ouvrit sa main, dévoilant une série de griffes acérées, puis elle se rua aussitôt sur Kyle pour éliminer tout témoin. À sa grande surprise, le jeune homme sacrifia volontairement son bras pour bloquer son attaque. Alors que ses griffes restaient coincées, il en profita pour lui enfoncer un coup de poing chargé de magie lumineuse en plein ventre. La créature fut projetée en arrière, essoufflée, déstabilisée. Elle n'avait pas prévu de croiser ici un humain aussi compétent que Kyle. Ce dernier éclata de rire et lança qu'il pouvait continuer ainsi toute la journée. Mais c'était un mensonge. En réalité, il n'avait pas revêtu d'armure en venant. Il ne disposait que de peu de magie et ne pouvait lancer beaucoup de sorts. Et il avait laissé Silly à la maison, ce qui limitait sa force offensive à ses seuls points. La démone, ignorante de ses faiblesses, hésita. Elle n'avait aucune envie de risquer le combat contre lui. Finalement, elle choisit de bondir par une fenêtre et disparut dans la ville. Une enquête révéla plus tard qu'Alzar n'avait pas été la seule victime de l'attaque ce jour-là. Près de la moitié des fonctionnaires présents à l'ambassade de l'Empire avaient péri. Étrangement, il n'y eut aucun témoin, et personne n'avait entendu le moindre cri étouffé. Pendant ce temps, en ville, Silly aidait Go dans ses recherches sur les golems. Les choses avançaient vite, car elle possédait une grande expérience directe avec les technologies anciennes. Go avoua qu'il avait accompli en une journée l'équivalent d'1 mois de travail grâce à elle. Mais Silly répliqua qu'il était tout aussi impressionnant, capable d'apprendre tant de choses à un âge si jeune. Un peu plus tard, ils faisaient tous une pause dans la salle à manger. Go s'excusa d'avoir laissé Liz s'occuper de la cuisine, mais cette dernière répondit que ce n'était rien. Elle avait l'habitude de veiller sur Kyle et Theron. Justement, en parlant de Kyle, Go remarqua ne pas l'avoir vu de toute la journée. Elle demanda aux autres s'ils savaient où il était passé. En réalité, Kyle déjeunait avec un haut fonctionnaire de l'Empire. Les autres, peu friands des événements officiels, avaient préféré rester chez eux. C'est alors que Theron soupira, déçu. La raison même de leur venue ici était d'interroger Gazis au sujet de l'épée qu'il avait mentionnée la veille. Mais celui-ci était absent depuis le matin et Go n'avait aucune idée de l'heure de son retour. Puisqu'ils étaient déjà là, Theron demanda à Go s'il savait quelque chose de plus. Après un moment de réflexion, celui-ci affirma être presque certain que Gazdas parlait de l'épée sacrée, car il avait eu la même réaction que Silly lorsque le sujet avait été évoqué. Cette épée légendaire avait été forgée à Khoran il y a 2000 ans par un nain reconnu comme le plus grand forgeron du royaume.
Selon la légende, le héros Randolph l'avait maniée pour abattre le roi démon et ramener la paix sur la terre. C'est ainsi qu'elle avait hérité de son nom. D'après ce que Go savait, l'épée sacrée devait se trouver en ville à l'heure actuelle, car il se souvenait que son père l'avait aperçue une fois. Théron, intrigué par cette révélation, demanda aussitôt s'il savait où elle pouvait être conservée. Go répondit que si l'épée n'était pas à Coran, elle se trouvait sans doute entre les mains du gouverneur. À peine eut-il entendu cela que Théron se mit à imaginer des plans pour dérober l'arme. Mais, en jetant un coup d'œil par la fenêtre, il s'interrompit brusquement. Son ton devint grave lorsqu'il demanda à Go s'il avait des ennemis susceptibles de lui vouloir du mal. Celui-ci assura qu'à part l'investisseur auquel il avait retiré son soutien, personne ne pouvait lui en vouloir. Mais Théron, observant attentivement, déclara que la maison était cernée par des hommes assoiffés de sang et qu'il n'était clairement pas venu discuter. Il empoigna son épée et dit aux autres qu'il pourrait en gérer la plupart, mais qu'il y avait un risque que certains réussissent à pénétrer à l'intérieur. Il leur conseilla donc de rester sur leur garde. Go demanda s'il pouvait aider, mais n'étant pas un combattant, il n'aurait fait que gêner. Sylvie l'entraîna donc avec elle vers l'arrière pour se cacher. Dehors, les assaillants prenaient position pour lancer leur assaut. Pourtant, avant même qu'il n'ouvre la porte, Théron la fit voler hors de ses gonds et projeta l'un des hommes à plusieurs mètres sans s'en rendre compte. Puis il se tourna vers celui qui restait debout et lui annonça joyeusement qu'il serait épargné pour l'instant, afin d'être interrogé une fois l'affaire réglée. Quant aux autres, il espérait qu'ils avaient déjà prévu leurs funérailles. Alors que Théron taillait dans les rangs ennemis à l'avant, 2 assaillants réussirent à s'infiltrer par l'arrière. Ils tombèrent aussitôt face à Lise et Urza. Urza remarqua que leur lame était enduite d'un poison si puissant qu'une simple égratignure suffirait à les paralyser. Elle avertit Lise d'être extrêmement prudente. Cette dernière inspira profondément, puis se rua sur son adversaire et le démolit à coups de poing, tel un Mike Tyson en pleine forme. Quant à Urza, son assaillant tenta de la poignarder, mais elle invoqua un esprit aquatique qui arrêta la lame, avant de noyer son ennemi dans les airs jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Elles y étaient allées un peu fort, mais heureusement les 2 hommes qu'elles avaient neutralisés respiraient encore. Elles les attachèrent solidement et attendirent le retour de Théron. Go, à la fois impressionné et terrifié par la facilité avec laquelle Lise et Urza avaient terrassé leurs adversaires, décida de garder ses distances pour un bon moment. Peu après, Théron revint, traînant derrière lui l'un des assaillants qu'il avait gardé en vie. Rassuré de constater que les filles avaient aussi terminé de leur côté, il annonça qu'il était temps de passer à l'interrogatoire. Il jeta l'homme au sol et lui demanda pourquoi ils avaient attaqué cette maison. Devant son silence, Théron prit un ton plus menaçant. Il lui expliqua qu'il valait mieux parler tout de suite, car les filles derrière lui étaient des expertes en torture sadique. Bien sûr, il inventait tout cela, mais il était déjà trop lancé pour s'arrêter. Il affirma que l'une d'elles était capable de transformer n'importe quel objet du quotidien en instrument de souffrance, couteau, fourchette, voire une simple louche. Elle n'hésitait pas, selon lui, à taillader la peau morceau par morceau, puis à frotter du sel et de la sauce piquante dans les plaies. Et lorsque la douleur devenait insupportable au point de souhaiter la mort, Urza utilisait des potions de soin pour maintenir la victime à la frontière de la vie, prolongeant son agonie indéfiniment. Terrorisé par ce tableau, l'assaillant finit par céder. Lorsque Théron se pencha vers lui en précisant que la seule façon d'échapper à tout ce supplice était de répondre honnêtement, l'homme se mit à déballer tout ce qu'il savait. Il expliqua qu'on les avait engagés pour enlever Go. Théron demeura sceptique, car leurs assaillants semblaient bien trop sanguinaires pour de simples ravisseurs. L'homme précisa que leur employeur leur avait donné la permission de tuer quiconque se mettait en travers de leur chemin, ce qui expliquait leur hostilité extrême. En y réfléchissant, Go se rappela qu'on parlait souvent de disparitions inquiétantes en ville. Il en conclut que leurs agresseurs devaient être responsables de ces enlèvements. Théron demanda alors ce qu'étaient devenues les autres victimes. L'homme jura qu'il n'en savait rien. Leur mission se limitait à livrer les captifs dans une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville, et il n'entendait plus jamais parler d'eux ensuite. Théron en déduisit que celui qui tirait les ficelles devait être un individu très puissant pour réussir à dissimuler la vérité aussi longtemps. Il demanda alors à l'homme s'il savait qui se cachait derrière tout ça. L'assaillant n'était pas sûr, mais il dit avoir une petite idée.
Il n'eut toutefois pas le temps d'en dire plus. Théron cria soudain à tout le monde de se jeter au sol, juste avant qu'une énorme explosion ne déchire les murs de la maison. Par miracle, ils survécurent tous, à l'exception de l'homme, tué sur le coup. Lise déclara aussitôt qu'elle était prête à sortir pour traquer le responsable de l'explosion. Mais Théron l'arrêta net. Il pouvait sentir la présence de l'auteur de cette attaque et il n'avait jamais ressenti. Sildi lui demanda s'il comptait partir à la poursuite de l'ennemi. Mais Théron répliqua aussitôt qu'il n'avait aucune envie de mourir aujourd'hui et qu'il préférait rester tranquille. Sildi hocha la tête. C'était le choix le plus sage. Cette explosion ne pouvait être que l'œuvre d'un démon et aucun d'entre eux n'avait la moindre chance de l'affronter seul. Un peu plus tard dans la journée, le groupe retrouva Kyle. Après lui avoir raconté en détail ce qui s'était passé, tous réalisèrent à quel point la situation prenait une tournure sombre. Mais au-delà de la destruction causée par l'attaque du démon, Miranda voyait déjà les implications politiques. Kyle n'avait rien à craindre. Il avait été le premier à combattre le démon, donc personne ne pouvait l'accuser de complicité. En revanche, comme seule l'ambassade de l'Empire avait été attaquée, l'Empire n'hésiterait pas à accuser le royaume de collusion avec les démons. Lisa, songeuse, rappela que Kyle avait bel et bien vu un démon de ses propres yeux. Mais comment pouvait-il être certain qu'un démon était derrière l'explosion qui avait détruit la maison de Go? Sildi répondit que ce genre de magie destructrice était propre aux démons. Leur réserve de mana était immense et ils se souciaient rarement de peaufiner leur sort. Si les démons étaient vraiment impliqués, dit-elle d'une voix grave, le pire scénario serait qu'ils rasent toute la ville d'un seul coup. Kyle, qui haïssait les démons plus que quiconque présent, savait pourtant qu'il serait suicidaire de les affronter maintenant. Il proposa plutôt de se concentrer sur une priorité, confirmer si le gouverneur Bax était réellement lié aux récents enlèvements. Tous les regards se tournèrent vers Miranda. Avait-elle eu connaissance de ces disparitions? Rougissante, elle s'excusa de ne pas en avoir parlé plus tôt. Ce n'était que très récemment qu'ils avaient pu confirmer la réalité de ces enlèvements. Elle ne pouvait écarter l'idée que Bax soit impliqué, mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi il aurait toléré de telles activités criminelles dans sa propre ville. À cet instant, un garde fit irruption dans la salle de réunion. Essoufflé, il annonça que le manoir du gouverneur Bax était en feu. Quand ils arrivèrent sur place, le bâtiment n'était plus qu'un immense brasier réduit en cendres. Même un idiot aurait compris que ce n'était pas une simple coïncidence. Théron rejoignit le groupe peu après. Il fouillait les décombres à la recherche de l'épée sacrée, mais en vain. De son côté, Miranda cherchait désespérément le corps de Bax. Pourtant, aucun signe de lui. Or, on disait qu'il était alité avant l'incendie. Lee se demanda si les démons étaient aussi responsables de ce désastre, mais Kyle secoua la tête. Si les démons utilisaient l'incendie comme méthode, ils auraient brûlé l'ambassade également. Ce qui signifiait qu'il y avait une autre explication bien plus probable. Le coupable était Bax, lui Kral Chat GPT. S'il s'avérait que Bax était bien le cerveau derrière les enlèvements, alors il serait logique qu'il ait incendié son propre manoir pour effacer toute trace compromettante. Dans ce cas, leur première priorité devait être de le retrouver, afin de l'interroger et de découvrir la vérité. Kyle ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par le calme et la lucidité de Miranda, même face à une situation aussi chaotique. Mais après tout, c'était bien elle qui, dans le futur, avait joué un rôle crucial en maintenant les armées humaines approvisionnées et informées. À ce moment-là, Go surgit soudain, au grand étonnement de tous. Il était censé rester avec les gardes pour sa propre sécurité. Le garçon s'excusa de ne pas avoir obéi, mais en apprenant l'incendie, il avait été pris d'inquiétude et voulait constater de ses propres yeux ce qui s'était passé. Au début, Kyle et les autres crurent qu'il s'inquiétait pour le gouverneur, mais ce n'était pas le cas. Plus tôt dans la journée, Bax avait convoqué Gazis à son manoir, et depuis, Go n'avait plus revu son père. Il craignait donc qu'il ait été piégé à l'intérieur au moment de l'incendie. La révélation glaça le groupe. Bax avait probablement visé Gazis, car celui-ci faisait partie des candidats pour devenir le prochain gouverneur. À ces mots, Miranda s'effondra à genoux, submergée par le désespoir. C'était entièrement de sa faute. Gazis lui avait répété qu'il ne voulait pas de cette charge, mais elle avait insisté pour lui imposer ce rôle, et maintenant, il risquait d'être mort à cause d'elle. Kyle comprenait qu'elle soit bouleversée, mais il ne s'attendait pas à la voir aussi anéantie par la disparition de Gazis. Puis,
un souvenir le frappa. Une nuit, alors qu'ils buvaient ensemble, Miranda lui avait confié qu'elle avait autrefois aimé un homme de tout son cœur, mais que, par son égoïsme, elle l'avait conduit à la mort. À présent, Kyle comprenait. Cet homme dont elle avait parlé n'était autre que Gazis. Un peu plus tard, alors qu'il veillait sur Miranda, il réalisa que l'événement qu'elle lui avait confié était précisément celui qu'il vivait aujourd'hui. Si c'était bien cela, alors Gazis était condamné à mourir à moins qu'il n'agisse immédiatement. Kyle fouilla sa mémoire, cherchant un indice. Il se rappela alors que cette fameuse nuit, Miranda, ivre au point de sombrer dans le coma, avait murmuré qu'elle aurait tant voulu découvrir plus tôt le passage souterrain secret, car alors elle aurait pu sauver Gazis. Cette phrase suffit à éveiller la détermination de Kyle. Sans perdre un instant, il prépara son équipement et annonça aux autres qu'il retournait au manoir de Bax pour enquêter. Tous acceptèrent aussitôt de l'accompagner. Ainsi s'achevait l'épisode